Yo tout le monde, les petits Suite de la potes. tier list, les gars. Suite de la tier list 3. Aujourd'hui, on commence avec les J, je crois, parce que la dernière fois, on s'était arrêté sur Non, il y Guy avait Ritchie. tous les Mais non, H. mais Guy Ritchie, on l'a fait la dernière fois. Et il va J'ai oublié. Plouf, plouf, splash, splash, j'cache ma hache, midi, minuit, jamais j'lâche, sur le blush, tango, hôtel, j'suis son crush, j'tiens la... Mais je sais plus, vous, on avait dit quoi sur Guy Ritchie? C'est qui avait parlé de Guy Ritchie? On avait échangé sur le fait que toi tu l'avais vu en VF, moi en VO, et que c'était drôle parce qu'il y avait Putain, des oui, mots c'est argot, Snatch. et il disait Dags à la place de Dogs et que c'était drôle. This is Parce Dags. qu'il jouait un gitan. Et la première scène, c'est des juifs qui. Enfin, c'est des mecs qui arrivent déguisés en rabbin et en juif pour prendre des diamants parce que quand t'es déguisé en juif, bah, t'es tout de suite. Normalement, t'es safe quand tu vas dans une banque. Mais du coup, cet argument, il disait que tu voulais le mettre haut? Ou c'était. Non, pas tant. Je crois que c'était fait le boulot ou peut-être Enfin, un peu plus, mais. En vrai, c'est pas. Moi, j'ai bien kiffé les films qu'il a fait, mais faut quand même replacer le fait que dans la tier list, là, on a Ouais, globalement que des bêtes de réalisateurs et vas-y, comparé aux autres, il est quand même pas très bon. Et est-ce que t'as vu Crime et Botanique? J'avais vu, ouais, du coup, à l'époque où je m'étais bien branché ça, là, quand j'étais plus petit. Et en vrai, j'avais trouvé ça trop stylé. C'était vraiment, enfin, dans la veine adolescente, quand tu commences à te faire les Tarantino, des trucs comme ça, et que tu kiffes qu'il y ait du sang, un peu des embrouilles de partout, que ça parle de partout, avec un rythme un peu surexcité, bah en fait, c'est assez cool. Donc voilà, et puis Ouais, même, c'est- t'as une esthétique grave Britain qui change beaucoup et qui donne un vrai cachet au film. Tu vois, par exemple, il y a des frères Cohen qui sont en médiocre. Moi, je le mettrais un peu en dessous des frères Cohen parce que c'est le même style de truc où globalement, si t'adhères au délire et que tu te dis vas-y, j'aime regarder un petit film comme ça, bah c'est très cool. C'est moins poussé qu'un film des frères Cohen pour le coup, mais tu peux passer un bon moment. Après, forcément, si t'es plus dans des considérations cinéphiles, ça peut t'agacer le montage qui est trop, qui va trop dans tous les sens, et des trucs qui font un peu edgy film. Puis non, c'est lui qui a fait les Sherlock Holmes aussi, les films Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Et moi j'en avais vu un et j'avais trouvé ça pas trop mal, tu vois. Ouais, moi aussi j'avais vu, c'était bien. C'est rigolo. Ouais, mais c'est vrai que ça vaut pas au brother des frères Cohen. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, je le mettrais dans le bas de médiocre. Non, mais c'est moins bien que Chabrol, pareil. Chabrol, je te jure, j'ai vu. Enfin, il y a des. Ouais, Vas-y, juste au-dessus d'Alice Ouais, Chabrol, Rohrwacher, c'est bien. pourquoi pas. C'est même pas bien Shazam, Non, mais en vrai, non, je vois les trucs là, mets-le. tout de Guillermo. Après, là, j'ai vu il y a pas longtemps Frankenstein. Entre temps qu'on l'avait classé, Guillermo del Toro, et Frankenstein, c'était vraiment pas bien. Donc, juste par pur ressenti pour ça, voilà. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. J'fais ni la... Ok, Harmony Korine. J'ai vu Spring Breakers. Ouais. Et en vrai, au début j'étais en mode oh, mais c'est parce qu'en gros l'histoire c'est des meufs qui vont en vacances et c'est un peu le film en mode bon allez un été pour s'envoyer en l'air. Mais c'est ça, C'est un peu ça le concept. C'est un truc qui existe vraiment aux Sauf États-Unis. Le concept de Spring Breaker aux États-Unis, c'est vraiment genre c'est ça. Il y a vraiment un genre de film aux États-Unis qui est le genre du Spring Breaker où c'est des récits de meufs qui vont là-bas et en général pour faire leur première fois. Je crois qu'il y avait eu un film, je sais plus quand, How to Have Sex, qui était sorti et dont c'était le principe. Et du coup j'étais en mode bon vas-y, genre c'est le concept du film, mais du coup les meufs elles sont ultra sexualisées et tout, mais bah il y a un peu des caïds de gangsters qui vont leur tourner autour et tout, et tu vas avoir genre un boss de la mafia, elles vont finir en prison, il va venir les sauver et tout, et au final bah les meufs c'est pas juste des meufs comme ça, genre juste elles sont fraîches et on s'en bat les couilles, genre elles ont vraiment une personnalité et elles portent leurs couilles, et je me rappelle d'une scène où genre le mec il essaye de les chauffer et tout, et elle joue le jeu du mec, le jeu de la séduction en mode ouais putain mais t'es trop frais avec tes armes et tout, t'as trop la classe, et au final elles prennent les armes et elles lui font sucer le pistolet en mode alors c'est ça que tu veux qu'on te fasse et tout, et au final elles le tuent genre en mode elles sont complètement folles, du coup bah elles reprennent l'ascendant sur les hommes, donc ça casse un peu le truc où c'est juste un corps bien foutu et ça devient
des objets de violence. Et après, j'ai vu Agro Drift aussi. Ouais. Il y a Travis Scott qui joue dedans et c'est en mode jeu vidéo, genre c'est beaucoup plus tardif, je crois, dans sa filmo. Et c'est en mode comment lier le jeu vidéo et le cinéma. Et ça fait vraiment jeu vidéo et c'est avec toute une caméra thermique et tout. Et en vrai, c'est vraiment intéressant et genre c'est vraiment stylé de pousser aussi loin les technologies et lier les arts visuels. C'est comment le jeu vidéo sur Agro Drift? Genre c'est quoi? C'est quel style? Bah ouais, en gros c'est comme ça, exactement cette image, genre tout est en mode thermique et du coup genre t'as pas d'interface où tu peux interagir, mais par contre genre ça fait un peu un clip où tu vois les grosses dreads de Travis Scott et il est là et ça bouge au ralenti avec la lunette thermique. Genre ça fait clip un peu, ça fait un clip de rap mais version très très moderne, très contemporain, expérimental, tu vois, de fou. Et moi c'est stylé d'aller dans cette direction-là, genre. Bah, ouais, ça fait un peu psychédélique. Bah grave, genre, comme tu dis, moi ça me fait grave penser à Baby Invader où c'est pareil, c'est un shooter à la première personne. Et je crois qu'il a utilisé Vlalia pour faire des matérialisations de tout et ça paraît un peu bordélique et moche, mais au final ça donne un vrai truc où en fait tout est un peu anarchique. Et moi quand je regarde le film je l'aime pas tellement parce que ça me parle pas. Il y a une sorte de bande tech derrière un peu insupportable qui me rend le film un peu indigeste. Au final, à un moment donné, je sais pas, je m'arrête et il y a des panneaux et les panneaux, ça m'a donné grave une clé de lecture du truc où genre le panneau dit il n'y a pas de vraie vie, il n'y a que maintenant. Voici l'enfer, voici l'éternité. Et il y a un peu ce truc, l'esthétique un peu white trash où tu travailles uniquement des affects de l'instant, du ressenti, où tu vas travailler les effets de la drogue, qu'est-ce que ça te fait. Plus que des notions très théoriques sous forme de scénario, je sais pas. Mais en plus, là je reviens sur Spring Breaker, mais tu sais, tu dis ça sur les meufs et d'avoir un rôle, genre pas de les traiter que en tant que corps de meuf, tu vois. Mais c'est pas que des corps de meufs simples, tu vois. C'est les corps de meufs, on parle de Selena Gomez, je me souviens plus exactement qui. Moi je te dis Selena Gomez, mais la première qui me vient en tête c'est Vanessa Hudgens parce que High School Musical. Et je crois que c'est que des meufs qui viennent un peu des lore Disney Channel et tout ça, qui ont une esthétique un peu clean girl de fou furieux. Et pendant ce temps, je crois que t'as James Franco qui est cette sorte d'acteur un peu maudit qu'on essaie toujours de faire passer pour le bad boy. Il a un truc pathétique dans le film, donc ouais, il y a cette contrebalance qui est assez stylée et qui du coup devient super intéressante par rapport à qu'est-ce que tu fais du fait que t'esthétises un peu des meufs avec des gros flingues en bikini. Vanessa Hudgens. Il faut... Je connais pas du tout. Vanessa Hudgens. En vrai, à partir du moment où t'as High School Musical 1 et High School Musical 2 dans ta filmo, je pense que t'as la meilleure filmographie de la planète. Elle a aussi My Little Pony, une nouvelle génération. À savoir que High School Musical 1 et 2 étant les meilleurs films qui ont jamais été faits, faut quand même noter que comment il s'appelle le sioniste là, Troy. Zac Efron. Zac Efron, voilà. Le petit BG, je sais pas quoi là. Il joue extrêmement mal, il est très malaisant dans les deux High School Musical, mais ça donne une esthétique, c'est pas trop mal. Pendant ce temps, Vanessa Hudgens joue vraiment bien dans High School Musical et High School Musical 2, et c'est pas une blague, genre, elle a un truc, je trouve. Après, ça reste très enfantin parce que c'est High School Musical, mais vas-y. Mitch Poom de Harmony Korine, il joue dedans aussi, je crois. James Franco. Ouais, et je sais pas, ça me donne trop envie, genre je crois que c'est juste un mec, il est complètement défoncé et il vit, je sais pas trop ce qui se passe, mais ça a l'air stylé. C'est dans les derniers films qu'il a fait là, je crois que c'est Calden 2019, tu vois. Et oui. Je sais qu'on lui reprochait beaucoup sur sa fin de truc de recycler un peu ce qui a fait son succès, parce que de base, Harmony Korine, en fait, d'où il vient, c'est que c'est une sorte de surdoué. Et il y a une sorte de film culte de nos darons, genre tu vas vers nos darons et tu leur demandes... en général, ils connaissent un film qui s'appelle Kids de Larry Clark. Du coup, Larry Clark, gros cinéaste, il n'y a pas de problème, très reconnu, tout ce que tu veux. Sauf que Kids, c'est une sorte de film de skater sur les jeunes, où il y a des gens qui essaient de faire la première fois, enfin un film sur l'adolescence de fou furieux. Et le scénario a été écrit par Harmony Korine alors qu'il était ultra jeune. Du coup, t'as déjà un peu une esthétique trash de la jeunesse, de ah vas-y on s'envoie en l'air, on fume de la drogue, tout ce que tu veux.
Et ça, du coup, c'est vraiment ça qui l'a poussé et qui a fait qu'il a fait d'autres films après, genre Gumeau. Gumeau, il pousse les potards à donf et c'est vraiment une sorte de défilé de frics dans une Amérique profonde un peu fantasmée. Du coup, t'as un peu le truc bizarre de fantasmer les trucs, mais en même temps, ça donne au niveau de l'imagerie des trucs de fou furieux, des scènes avec des tensions. Genre, il y a une scène où il y a deux sortes de bros qui sont en train de se rétamer la gueule, mais genre au début, ils se donnent des petits coups. Puis la scène, elle dure, et ils finissent par se mettre des énormes patates et tout. Et ça marche vraiment, vraiment très très bien. Donc moi j'avais beaucoup aimé Gumeau. Et puis surtout, Harmony Korine, pour moi c'est Julian Donkey Boy, ça pourrait être dans mes films préférés. Et c'est genre un film sur une sorte de mec qui est malade. Déjà il a une gueule de fou furieux, genre là c'est le mec au milieu. Et ce qui est intéressant, c'est que son père est joué par Werner Herzog. Et du coup t'as une sorte de père semi-absent qui est Werner Herzog qui apparaît par bribes dans le film. De lui, ouais. Et du coup c'est intéressant de voir qu'il y a une filiation avec Werner Herzog, parce que tout à l'heure je disais ouais Gumeau c'est un peu l'esthétique frics, aller chercher des frics. Bah faut pas oublier que Werner Herzog aussi il a commencé en faisant cette esthétique frics avec un film sur qui s'appelle même Les nains naissent grands ou je sais pas quoi. Et voilà, du coup il y a une filiation trop bien, et surtout quand t'as une filiation avec Werner Herzog, tu te mets forcément bien, parce que Werner Herzog c'est bien. Et du coup, il partirait où, Harmony Korine? Moi, Harmony Korine, je le mettrais très haut. Après, je trouve qu'il perd quand même vraiment en galon, parce qu'il fait des films très expérimentaux qui font que bah, forcément tu doutes de est-ce qu'il sait encore vraiment faire des trucs pertinents et autres que de l'expérimentation. Mais ouais, moi là quand je vois les noms, je sais pas, toi Solal, tu mettrais où? En vrai, je sais pas trop, parce qu'il a quand même un truc complètement différent de tous les autres. Bah, par le côté contemporain, mais ouais, je sais pas. Après, ou pas loin de Cronenberg, je dirais, mais je sais pas. Quand Je même. pense plus bas. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a Gaspard Noé quand même. Il y a Gaspard Noé, il y a Alain Cavalier, il y a Bong Joon-ho. Tu sais, ça c'est une bonne question, genre sur Bong Joon-ho qui lui garde un truc très faire des films pas consensuels, mais très classiques dans leur truc. Lui il part dans complètement autre chose. Est-ce que c'est vraiment comparable? Après on peut le dire sur tout le Ouais, monde, c'est- tu vois, mais Après, c'est ce qu'on fait comparer, quoi. oui. Mais là sur un réalisateur dont les derniers films sont uniquement expérimentaux, c'est compliqué je trouve de juger. Mais en même temps, en fait on a déjà parlé de réalisateurs avec qui des films expérimentaux, genre Alain Cavalier, et ça nous gênait pas parce qu'on les trouvait un peu géniaux, alors que les films expérimentaux d'Harmony Korine, j'ai l'impression qu'on sait pas trop comment les placer sur l'échelle de est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Donc peut-être que je le descendrais un peu plus, et ouais, peut-être tout en haut de Descent, tu vois. J'étais émerveillé devant les films de Miyazaki. Aujourd'hui, je piaffe des Yamazaki, des Makala. Hayao Miyazaki. Moi, c'était plutôt des films que je regardais quand j'étais enfant, comme je pense la plupart des gens. Du coup, genre, quel film je spammais? Princesse Mononoke, quand j'étais petit. Vraiment, je l'avais en DVD, du coup, je le regardais en boucle. Genre, la fin avec l'énorme esprit de la forêt qui se transforme. Genre, je l'ai revu au cinéma, je pense que j'étais en terminale, parce qu'il faisait une rétrospective au Puy. Et c'était vraiment trop stylé. Enfin, genre, j'avais capté du coup tout le message écolo que j'avais pu pas forcément faire attention, parce que je le regardais plus comme un film d'action et divertissant. Et vraiment, c'est grave basé sur l'homme qui détruit la planète, et la planète enfin la nature qui reprend ses droits sur le monde humain. Et il y a ça à fond aussi dans Nausicaa. Je l'ai pas vu, mais j'ai lu les mangas et c'était vraiment ça. Ponyo, je m'en rappelle plus trop, mais je me rappelle avoir bien aimé. Je l'ai vu un peu moins de fois. Totoro, ça me faisait grave peur quand j'étais petit. Genre premier degré, le moment où elle va dans la forêt et tout, et puis tout le truc avec la musique, quand tu vois les noirs et tout, ça fait trop peur. Et quand il crie dans le bain, parce que pour faire fuir, genre je sais pas, il me faisait peur. Et puis il y a tout ce truc sur la bouche où elle doit être ouverte. Genre je sais pas, il dessine la bouche de façon immense. Et même quand Totoro, genre la petite, elle va dessus, elle va sur son ventre, et que lui il est en train de dormir, qui a la gueule ouverte, ça me terrorisait. Mais je sais pas, tout le truc avec le chabus, en fait c'est énorme, c'est qu'il arrive à créer tout un univers et tu rentres dedans, et
Et c'est trop bien, et en même temps, après, tu le regardes un peu plus âgé, et bah, c'est pas juste des petits animaux comme ça Ça marche toujours. pour enfants, et il y a une vraie réflexion derrière, que ce soit sur la guerre, l'écologie, le capitalisme. Et je pense que ces réflexions-là, c'est ce qui participe au fait que la majorité des gens, en vrai de vrai, ils ont une expérience. J'ai l'impression quand on parle d'Hayao Miyazaki, quand tu remontes au premier truc, tout le monde a eu une expérience un peu traumatique avec Hayao Miyazaki, ça dépend des trucs. Moi, je sais qu'il y a des gens, c'est Princesse Mononoke, là, la bête au tout début, avec les tentacules, où ça avait fait trop peur à des gens. Moi, je l'ai vu très tard, Princesse Mononoke, du coup, je l'ai pas vu, mais moi, je l'avais plus su avec le voyage de Chihiro. Le voyage de Chihiro, les parents qui se transforment en porc au tout début, ça m'a traumatisé. Guillaume, toi, t'as pas été traumatisé par des trucs de Hayao Miyazaki? Bah non, parce que le premier film de lui, j'ai dû le voir, je sais pas, j'étais au lycée, donc pas vraiment. Putain, mais ça c'est marrant parce que la majorité, il y a quand même un truc très français, je trouve, à regarder les Miyazaki quand t'es petit. Enfin, les darons, ils aiment bien montrer ça, et puis même avec l'école, moi j'ai dû en voir 2 au moins. Ouais, J'avais vu moi aussi, le voyage de Chihiro, je l'ai vu à l'école aussi. Moi, je pense que le premier que j'ai vu, c'était le voyage de Chihiro. Et après, qui est très bien, mais je sais pas pourquoi, celui dont je me souviens le plus, c'est le château ambulant. Moi j'avoue, je l'ai écrit très tard, le château ambulant, et j'étais juste triste parce qu'il y avait la musique là qui est une immense traîne sur TikTok, tout ce que tu veux. Et j'ai trouvé le film moins deep que. Je sais pas, pour plein de gens c'est le meilleur Hayao Miyazaki, alors que. Je crois que c'est Princesse Mononoke qui est vraiment. Qui sort du lot. Et Moi, aussi j'adore le vent se Porco lève. Rosso. C'était un des premiers que j'avais vu. Et c'est pour ça que j'ai pas été trop traumatisée par Miyazaki, parce que moi j'avais vu Porco Rosso, Ponyo et Totoro je trouvais trop mimes. Mais Porco Rosso ça évoque aussi la guerre, et du coup ouais, moi je l'aimais bien parce qu'en fait quand j'étais petite je réalisais pas trop que c'était sur ça, parce qu'il y a une scène, je sais pas si vous vous souvenez, où il y a des avions qui volent en haut des nuages comme si c'était un peu les morts de la guerre qui partait au ciel. Genre, enfin, moi, je l'avais un peu vu comme ça. Mais quand t'es enfant, t'es juste en mode ah ouais, lui, l'avion de Porco Rosso, il redescend et du coup, il est en cochon. Mais ouais, enfin, c'est un peu des symboliques que tu t'interprètes différemment en fonction de l'âge que où tu le vois. Ouais, c'est ultra ouvert. Mais il y a toujours des messages. Enfin, c'est un gauchiste, quoi. En vrai, on n'a pas encore dit le truc, mais je pense vraiment ce qui est important, c'est de dire que c'est un gauchiste. Mais en même temps, du coup, à la fois j'ai l'esthétique, c'est un gauchiste, mais il y a des trucs, ça me fait un peu retomber sur terre. J'ai vu tard le vent se lève. En fait, le problème, c'est que c'est un gauchiste, mais au Japon. Et je pense qu'on n'a pas les mêmes... Enfin, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes gauchistes. Et ça n'empêche pas que lui, il est tricks par des trucs un peu totalisants, aspect totalitaire, aspect Mayakovsky dirait oh là là, je kiffe ça. Et il bande de fou sur les avions, sur la guerre, tout ça, et des fois c'est un peu dérangeant, je trouve. On le voit un petit peu là dans le dernier, le garçon et le héros au tout début, pareil, t'as une esthétisation de la guerre qui est un peu... Enfin, à la fois tu comprends que c'est un drame, mais il y a un truc de vraiment bander sur les avions, quoi. Mais c'est très japonais, je pense. Dans Nausicaa, il y a tout un truc sur la guerre, justement, parce que elle, c'est la boss du village, enfin elle est trop forte en avion. Il y a tout le truc de l'écologie avec la mer de la décomposition qui avance petit à petit. En gros, c'est toute la pollution qui est arrivée à un truc qui a créé un truc, tu touches, tu te brûles, quoi. Ça défonce tout, tu peux plus rien manger et tout. Et je me rappelle du coup je l'ai lu, je l'ai pas vu, mais il y a des scènes avec un énorme robot géant, parce qu'ils ont réussi je me rappelle plus exactement, mais en gros il y a tout un truc géopolitique. Il y a les méchants, ils veulent essayer de reconstruire cet énorme robot. Ils veulent détruire les monstres de la nature, là. Ouais. Et du coup, je sais plus ce qu'il fait, cet énorme robot, mais ça esthétise quand même la violence et... moi, je trouve pas. Au contraire, il critique aussi le fait qu'ils utilisent, il me semble, les technologies pour détruire la nature, je crois. C'est un peu Cyprien dans le sens où il est technophobe, genre... Il y a toujours un peu ce refus de l'avancée technologique et le fait qu'il faut revenir à la nature et il faut faire la guerre pour revenir à la nature. Du coup, à la fois, c'est un peu stylé, cet esprit de révolution, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu rétrograde? Est-ce que c'est pas un peu boomer et essentialisant bizarre sur la nature? Le truc d'essentialiser la nature à quelque chose de beau, ça peut se relier à d'autres choses. Je sais qu'au Japon, je crois, c'est très critiqué. Il est très critiqué pour un truc, c'est que
il a toujours des figures de gamines un peu bizarres, genre de représenter l'innocence pure toujours dans des petites gamines beaucoup trop petites et tout. Et en vrai de vrai, c'est un truc qu'on observe, quoi. Ces héroïnes, c'est tout le temps des meufs beaucoup trop petites et où tu représentes une sorte de pureté virgin. Enfin, après, t'es pas obligé de le figurer comme ça, mais peut-être qu'on peut y voir une sorte de pureté virginale, je sais pas quoi, qui est un peu bizarre. Et qui serait relatif au fait de bander sur l'état de nature. En même temps, peut-être que c'est aussi parce que ça marche chez les enfants, dans le sens où quand on est petit, on aime bien un peu la nature et qu'en plus ils représentent des enfants. Même Totoro, c'est aussi c'est l'histoire de deux sœurs, c'est mignon, je sais pas. Ouais, je suis plutôt d'accord. Enfin, faut pas oublier. Peut-être que c'est un truc qu'on peut projeter sur Miyazaki, mais on peut seulement le projeter. Et c'est vrai que dans tous les cas, en fait, ça fonctionne bien en tant que dessin animé pour enfants. Et je préfère lui donner le bon soupçon. Ouais, voilà. Puis dire que voilà, c'est un truc pour enfants, mais que genre sur France Culture, dans les chemins de la philosophie, ils avaient fait tout un truc sur je sais pas, une dizaine d'épisodes sur Miyazaki où ils avaient ramené des philosophes qui parlaient des films et tout, et je me rappelle, j'avais écouté ça un peu en terminale, et je me rappelle que c'était vraiment pertinent, et du coup ça m'avait donné une lecture en mode ah ouais, mais en fait sur des films pour enfants que j'ai vus des dizaines de fois quand j'étais petit, certains, en fait c'est super deep, il y a des trucs à dire, quoi. Et en vrai c'est fort de réussir à concilier plusieurs générations comme ça, et d'avoir plusieurs niveaux de lecture à ce niveau. J'avais vu ça, c'était bien. C'est Sherlock Holmes en mode animé. Ah ouais. Ouais. Est-ce que vous aviez le lore qu'il est complètement dépressif ? Genre il y a des extraits vidéo qui tournent de lui qui dit oui, de toute façon la vie c'est de la merde, on va tous crever. Ah ouais ? Ouais, mais genre il l'est vraiment, et il a l'air d'être un peu horrible à vivre, parce que même là la dernière fois on parlait de son fils, du fait que c'était une immense merde avec son fils qui faisait que dire que c'était une grosse merde, et il a un peu le même truc avec les nouvelles générations. スタジオの将来もはっきりしてますよ。やっていけなくなります。それはもう目に見えてる。それ心配しててしょうがないからです。どうにもならないです。ジブリなんて困ってさ、飛行機の名前で思いついてジブリとか言ってね。これ有名してからね。C'est la musique qui le rend fou. La nature est toujours dans la nature. Mais là, tu disais, en fait, machin, il a presque une esthétique fascisante avec ses avions parce qu'il est japonais. En fait, je pensais juste qu'il adore l'aviation et il adore la nature, et c'est pour ça qu'il les représente tout le temps. Et plus que vouloir porter, non pas un projet derrière où il dit, où il esthétise des idées fascistes, c'est simplement, j'ai l'impression, dans ses films, juste que c'est des objets qui lui plaisent, que ce soit la nature ou les avions, et où du coup il a envie de les traiter. Moi je questionne le fait qu'il n'y a pas une sorte d'essentialisation bizarre dans le fait de se dire tout le temps la nature c'est trop bien, d'essentialiser, tu vois là quand dans son truc dans sa tirade dépressive il est un peu en mode, il y a quand même ce truc très réac de dire toujours le futur ça va être de la merde, ça peut expliquer son refus des sociétés technologiques ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il s'enferme un peu dans un idéal genre de monde rêvé, mais qui est un peu réactionnaire du coup, parce que... Oui, de monde rêvé, mais de monde premier même, où faut toujours revenir à un truc, avant était toujours mieux. Au Japon, je crois qu'on lui reproche un petit peu de sous-représenter les paysages japonais, qui représentent beaucoup des paysages occidentaux, genre Kiki la petite sorcière et tout. Il bande sur des trucs qui lui sont extérieurs, tu vois. Et il a du mal à vivre avec son monde actuel, et en vrai le garçon et le héron ça parlait pas mal de ça, de ce que je me souviens. Il est un peu insupportable, il a du mal à vivre avec son fils il est horrible avec, et il est horrible avec toutes les nouvelles générations. Là il avait eu une sortie où il avait dit
que je sais plus quoi, les animateurs au Japon aujourd'hui c'est n'importe quoi, c'est que un ramassis de puceaux. Genre il avait vraiment utilisé ces mots-là. Bon, que ce soit vrai ou pas, moi je doute pas que ce soit un ramassis de puceaux des animateurs japonais, parce que toute la société doit faire que ça, qu'il soit ça. Mais les résumer à ça quand t'es Hayao Miyazaki, c'est un peu cruel, je trouve. Ce que tu disais aussi là, qu'il y a à prendre en compte, c'est que oui, les Japonais. Et en fait, forcément, quand tu vis au Japon, je pense que tu vis un peu dans le dernier cercle de l'enfer, et donc t'as nécessairement envie d'aller vers la nature, d'aller vers quelque chose d'autre. Et aussi, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'il est né dans les années 40, et qu'en fait, on lui reproche d'avoir comme ça quelque chose de très européen dans ce qu'il représente. Mais en fait, il a grandi là-dedans. Dans le Japon d'après-guerre, c'est le Japon qui est tourné vers l'Occident énormément, et où, par exemple, bon, c'est pas dans un film de lui, c'est dans un film de Chris Marker, on voit bien que même, par exemple, dans les magasins de vêtements, les mannequins sont européens. Les mannequins n'ont pas les yeux bridés, elles ont des formes européennes, les cheveux, c'est pas des cheveux japonais, tout ça. Après, même pour les perruques, etc. En fait, il est né dans un monde où en fait l'idéal, c'était un idéal européen. Donc en fait, il est plus que le reproche qu'on pourrait lui faire. En fait, c'est juste un produit de son époque. Un produit de son époque qui a quand même un truc trop génial. Enfin, là, on l'a un peu critiqué, mis des hypothèses, mais moi, je pense vraiment que ces films sont géniaux. Ah oui, oui. C'est très... Même, genre, on a pas mal parlé de nature, guerre et tout, mais en vrai, genre, sur le travail, genre dans Chihiro, bah, il y a, je sais plus, c'est une sorte d'araignée un peu qui est en bas, dans les fours, et qui, avec toutes ses pattes, travaille, et elle doit tout le temps, sans arrêt, être au charbon, quoi. C'est vraiment ça. Et ça, ouais, je me rappelle que c'est vraiment sur l'usine, quoi. C'est critiquer le système de toujours plus, et d'exploitation, juste tout ce que tu peux des ouvriers, quoi. De toute façon, il y a toujours un peu ça, de critiquer des néo-sociétés qui fonctionnent. Bon, des néo-sociétés très technologiques, mais qui fonctionnent sur le dos d'autres personnes. On en revient à ça, mais toujours le fait de figurer un peu la révolution. Dans Chihiro, le moment où t'as le sans-visage qui commence à bouffer tout le monde, quand j'étais petit, ça m'effrayait, et maintenant, je trouve que c'est une scène plutôt jouissive, parce que tu vois pas les bourgeois, mais toute cette fausse société d'apparat qui prend leur bain chaud, là, qui finissent par se faire bouffer. Et à ce moment-là, je sais plus dans quel sens c'est traité, mais il y a toute une réflexion sur l'argent et le fait de vouloir accumuler, parce que je crois que ça part des thunes, en fait. Oui, parce qu'il donne des thunes aux gens et après il les bouffe. Il est en mode, oh, c'est trop bien, il drop des pièces et tout. Ouais. Et au final, il est mort. Vous le mettriez où est-ce qu'il irait? Fais voir la catégorie Amazing, mais moi peut-être Amazing. Hein. Après, il y a des gros noms. Ouais. Et c'est Frieslang en vrai tout en haut de Pretty Good. Est-ce que genre Miyazaki c'est mieux que par exemple tu dirais que Bruno Dumont? Oui. Ok. Alors, en fait c'est encore une fois on va dire c'est pas comparable, mais le fait de faire ce qu'il a fait à une si grosse échelle, après peut-être qu'on est mindfuck parce qu'on est français que ces films ils marchent très bien en France, mais parce qu'on a regardé ça petit et tout. Et parce qu'il y a un lien culturel entre la France et le Japon qui s'est créé à l'après-guerre, et où justement, d'autant plus dans ce qui est dans le cinéma d'animation, où c'était volontairement, on faisait énormément dans les deux pays, on faisait conjointement. Mais oui, enfin, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut prendre en compte qu'on parle de notre position, qui est une position française, où on a grandi avec les films de Miyazaki, et que pour nous, c'est la culture populaire un petit peu. Mais avoir ça dans la culture populaire, c'est trop bien. Ouais. Oui. Après, du coup, pourquoi pas dans le pas d'Amazing? C'est vrai que j'y repense, et en fait, c'est vrai que c'est très bien, de ce que j'ai vu. Allez, bah go. Moi, je suis Beurre de karité, maman nettoie tous mes problèmes. Je vais venir t'allumer, si en toi et moi y'a... Alors, Henri-Georges Clouzot. On a vu Quai des Orfèvres. Moi, je me souviens surtout du jeu des acteurs qui était vraiment très bien. Ouais. De Louis Jouvet. Et puis, c'est un polar, enfin, c'est une enquête qui... Un film noir. Ouais, qui marche bien. Et... On a envie de savoir, on sait pas, on sait pas, tu vois, on a envie de savoir. Ça nous tire. Et en plus,
je crois il y a la petite anecdote, c'est après ce film que quand on parle de, je sais plus si c'est le commissariat de Paris ou la préfecture de police, Oui. du coup on dit Quai des Orfèvres, et Ouais. la petite anecdote elle m'a mis bien. Et même ce que j'avais trouvé bien, je me souviens, c'est que il y a un peu des retournements de situation, mais c'est pas en mode tout le film t'attends le gros truc de la fin. C'est plutôt pendant le film t'as un peu des théories, tu dis ah bah ça va finir comme ça et tout, je pense. Et en fait non. Mais tu t'attendais pas trop à ce qu'il change la théorie. Ça, c'est se pas on décompose, attend la quoi. fin en mode, mais comment ça va se finir, mais on se dit ah bah moi je pense que ça va se finir comme ça. Et en fait non, on est quand même surpris et ça marche bien. Sur le Quai des Orfèvres aussi, c'est que le flic, il est dur, c'est un peu un sans-cœur, genre un flic Ouais. quoi. Mais et il a un enfant adoptif qu'il a rapporté des colonies quand il allait faire la guerre. Et il y a tout un truc où il est super, genre on ne touche pas à son fils, tu vois. Du coup, ça a créé un peu de la complexité dans le personnage et en vrai c'est stylé. Et puis je sais plus de quand il date le film, mais du coup ça représente quand même C'est un de ces- une France des colonies et des conséquences directes en France. Bah, Je crois que c'est un de ces derniers, non? je- Enfin, en tout cas, Je pense pas. Hein. non, en tout cas, l'actrice dedans, et ben en fait, c'est sa femme, Clouseau, mais ils étaient en train de se séparer et c'était le dernier film avec elle qu'il a fait en son hommage, je crois. En son hommage, Ce qu'on mais disait. en même temps, je crois que de ce que j'ai compris, c'était une sorte de. C'est genre de cinéaste tyran horrible qui font chier tout le monde. Il a fait un film, là, il a fait La Vérité. Je crois, Solal, t'adores La Vérité. Et Brigitte Bardot a fait une tentative de suicide après La Vérité parce qu'il l'a poussée à bout. Il y a une autre anecdote anecdote, c'est pas une anecdote à ce niveau-là, où il a mis une gifle à une de ses actrices. Je sais plus laquelle, Suzy Declercq. Il y a vraiment un truc de pousser ses acteurs, ses actrices jusqu'au bout, qui est un peu horrible et qui s'inscrit vraiment dans la figure de l'artiste génial. Est-ce que ça fait qu'il a fait des bons films? Je sais pas. Non. Mais pourquoi ça fait pas? Non, mais non, ça peut être des très bons films, mais du coup, je trouve que c'est bien de le prendre en compte que. Oui, c'est plutôt ça. Il- C'est plutôt ça, faut Carrément. prendre en compte. Est-ce que c'est parce qu'il a fait ça qu'il a fait des films qui sont géniaux? Parce que Non, tu vois par exemple La Vérité. Après, quand t'entends que Brigitte Bardot a voulu suicider, ça te fait un choc parce que déjà tu te dis ah putain, Brigitte Bardot a voulu suicider, fait chier, ma belle ne te suicide pas. Et puis ça rentre complètement en cohérence avec le film et tu te dis qu'en fait ce que t'as vu, tu t'es pas limite. T'as un peu vu la vérité en voyant ça, tu vois, parce que tu vois une femme qui se fait pousser à bout pendant tout le film, et en fait sur le tournage elle se fait pousser à bout tout le long. Et du L'histoire, coup, parce que je me souviens, c'est un huis clos, sauf qu'on va, pendant qu'il parle, pendant le procès, on va revoir les images de toute l'affaire, Ok. et c'est qu'elle est avec un mec giga toxique, qui, après elle va voir d'autres mecs et tout, mais il est vraiment vraiment horrible, le mec, je me rappelle plus exactement, parce que ça fait un moment que je l'ai vu, mais c'est cohérent avec l'histoire externe au film. Oui, mais Tu dis. même si c'est cohérent, je veux dire, c'est pas justifiable parce qu'elle aurait pu très bien être à fond dans son rôle et peut-être aussi être un peu bouleversée par son rôle et par la pression, mais pas nécessairement par l'autoritarisme du réel, quoi. Genre, ça justifie en rien. c'est ça. Il Ouais. y a un truc tellement horrible derrière que c'est pas possible de remettre en perspective, mais c'est des points morts, quoi. Pourquoi tu te marres, Guillaume? Je crois que c'est le chat, ça le fait un peu rire. J'ai pas vu le chat. Il arrête de rire, on parle de choses sérieuses et lui il est mort de rire. Ouais, en vrai, je me rappelle plus assez de La Vérité, mais je me rappelle que sur le moment, j'étais en mode, mais c'est grandiose. Moi j'ai vu un autre truc où on fait encore un peu la même figure. Après, c'est pas sur le même axe, mais j'ai vu Le Salaire de la Peur, qui est une sorte de film génial, je crois que ça avait eu la Palme d'Or. On parlait du cinéma colonial de Henri-Georges Clouzot. Sur le cinéma colonial, les premières minutes du Salaire de la Peur, c'est complètement ça. T'as vraiment l'esthétique petit blanc dans un endroit complètement délocalisé ou issu du cul parce qu'il fait super chaud dans ces pays-là quand même. Donc t'as cette esthétique-là, et puis après t'as une sorte de thriller complètement ouf, rempli de tension, assez génial, notamment par rapport aux acteurs où t'as des performances de fou, sauf que quand tu regardes le film après, t'apprends que l'acteur il a failli crever et qu'il a été poussé à bout aussi. C'est répétitif dans son œuvre de pousser à bout les gens. Tu vois qu'à chaque fois,
il y a des liens de ce que tu sais de l'anecdote, du fait qu'il a été horrible sur le tournage, avec le fait que au final ça rend un truc à l'image. Et c'est un peu horrible de se dire qu'il y a des comportements toxiques qui participent au fait que le film soit au final soit bien reçu, parce que je pense quand même que ça impacte le film mine de rien. Et c'est ça qui est un peu triste. Et ça marche pas. Enfin, je veux dire, par exemple, Kubrick pour Shining, il était super, il forçait avec l'actrice, il l'a fait tourner au moins 50 fois, et moi je trouve qu'elle joue pas très bien, genre. Enfin, elle fait un peu traumatiser, mais le rendu, Après, pas trop, genre. là, sur le salaire de la peur, je regarde le chat et Papy Chifou, il dit quel film Le salaire de la peur, Manel Montant, quel duo. Donc ça montre que, tu vois, il a encore à l'esprit ce duo et ça lui a marqué. Donc, Oui, mais là, dans ce cas-là, ça c'est ça pas. peut fonctionner. Genre, peut-être que s'il avait pas été aussi tyrannique, ça aurait très bien marché. Ouais. Genre, faut pas faire un cause à effet, genre. Tu dis c'est un film un peu colonial dans l'esprit, mais Yves Montand pourtant avait dépensé des idées anticoloniales. Donc est-ce que c'est un film, mais quand tu dis colonial, tu veux dire que c'est un film qui est colonial ou qui représente le colonialisme? Quand je dis film colonial, c'est comme j'en parlais la dernière fois sur Jacques Tourneur, c'est l'idée que la France a été coloniale à un moment donné, et du coup on a fait des films dans les territoires coloniaux, et que c'est devenu une sorte de genre dans l'esthétique. Dans l'esthétique, on représentait toujours les territoires coloniaux un peu de la même manière. Ok. Du coup, un film qui serait tout de même empreint de colonialité en un sens. Oui, mais parce que c'est les conditions matérielles dans lesquelles il a été fait. J'ai pas l'impression de souvenir, il n'y a pas un moment où le film justifie la colonisation. Donc, Mais est-ce que c'est le salaire de la peur, c'est pas Sirat mais en mieux du coup? Ouais, ça a pas mal été rapproché. ça a été rapproché parce qu'il y a tout le principe de tension, tu sais qu'il y a un champ qui est miné et t'as quand même une voiture qui doit avancer. C'est le principe du salaire de la peur, c'est un principe ultra efficace. Je crois pas qu'il y a, dans l'histoire du cinéma, il s'illustre pour la première fois sur ce moment-là. Papy Chifou qui dit c'est un pur produit du cinéma colonial et des actions de la France-Afrique. Ouais, voilà, c'est hashtag oui, On valide. Papy Chifou. Et du coup, Henri-Georges Clouzot, il part dans violeur et batteur de femmes. Pour revenir sur cette histoire-là, après, faut pas réfléchir comme ça. Quand tu vois un film de Stanley Kubrick, moi je me dis jamais, c'était nécessaire de la pousser à bout là. L'actrice, moi j'aime pas trop son jeu, genre. Oui, voilà. Je trouve que c'est trop, je sais pas. Et la pensée un peu horrible que j'ai, c'est que quand je vois La Vérité et que Brigitte Bardot elle est dépressive, je me dis, est-ce que son rôle il me bouleverse pas parce qu'elle était vraiment dépressive à ce moment-là. Donc c'est une mauvaise actrice. Mais c'est pas une question de mauvaise actrice, de bonne actrice, c'est il provoque le jeu, il provoque la figure. Et là, il provoque pas le jeu, il provoque d'autres choses. Il l'a mis mal et il a provoqué deux choses. Il a provoqué un truc dans la vraie vie et il a provoqué un truc à l'image. En fait, la réflexion un peu horrible que je me fais, c'est Stanley Kubrick, il provoque des trucs dans la vraie vie, ça sert à pas grand-chose à l'image. Je me demande, vu la récurrence du truc dans les films de Clouzot, si en provoquant des trucs dans la vraie vie, il provoque pas des trucs à l'image un peu intéressants. Ouais, mais s'il est obligé de faire ça, pour moi, c'est un mauvais réalisateur. Vas-y, la réflexion me va, donc on peut le mettre en violeur ou batteur d'actrice. Du coup, c'est que entre-temps de la tier list, j'ai appris que Hitchcock aussi avait violé une de ses actrices. Du coup, je me permets d'y revenir. C'est Tippi Hedren. Elle joue dans pas mal de ses films. Je crois que c'est sur le tournage des Oiseaux où il a fait des trucs vraiment bizarres. Et du coup, je proposerais qu'on le mette aussi dans... quitte à faire une catégorie violeur et batteur de femmes, autant qu'il y aille aussi vu que c'est ressorti. Moi après je dis qu'il faudra qu'on fasse un classement dans la liste des violeurs. En vrai, ce sera Polanski tout en haut. Hein. Non. Genre, il y a pas de question. Hein. Non. Mais en vrai, on négocie pas avec les terroristes. On l'aurait mis haut en tout cas. Oui, c'est ça, c'est que... en plus, là, on l'a dit en direct, c'est que on aime bien ce qu'il a fait. Alors, c'est pas parce qu'on le met dans cette catégorie qu'on n'a pas aimé les films. C'est un peu dommage, je sais pas s'il faut dire ça, mais là, tu regardes la liste violeur et ou batteur d'actrice. Après, je pense que ça dit beaucoup de choses, peut-être de moi ou du cinéma, mais c'est pratiquement que des mecs qui pourraient être en amazing et qui sont ultra considérés. Ouais.
Oui, moi, il y en a pas un dont j'ai pas kiffé les films. Ici, à part Alexei German, je sais pas qui c'est. Il y a un happening. Ah bon? Ouais. Ouais. Allô? Mais non, mais qui? Mais non! Mais Ouais! ouais! Ça va, je viens juste de me réveiller. Ah, purée! T'es trop Attends, belle au écoute, réveil. Hideaki Anno. C'est le mec qui a fait la série Ouais, oui. Evangelion. Avec l'opening de fou, là. Ah, moi, je crois que j'ai pas regardé. Il y a plusieurs films, non? Après, j'ai vu un long métrage, mais pas animé, de Hideaki Anno. Ritual. Genre le 5e, là. Trop bien. Ouais, et du coup, mais oui, moi j'avais vu que t'avais mis 5. Et puis pourquoi? Genre. En fait, est-ce que moi, ce que je me demande, c'est que comment tu passes de Evangelion, qui est une série animée, à du live action comme ça, et que tu fais un film qui a l'air aussi bien? Parce que là, rien que l'affiche, elle est trop belle. Après, vas-y, tu peux toujours couiller des gens avec les affiches. Mais lui, à chaque fois, il a des affiches. Là, je crois que c'est Love and Pop, c'est une affiche qui est trop belle aussi. Bah ouais, parce que le film, il est vraiment, vraiment beau et tout, je trouve. Genre, je sais pas, il y a vraiment une esthétique qui se suit dans tout le film. Bah, ça a rien à voir avec l'animé pour moi. Genre, vraiment, il y a. Bah, après, il y a toujours un peu les mêmes thèmes en mode la dépression, le fait d'avoir une situation familiale compliquée et tout. Mais ce qui est un peu différent, c'est que genre dans Evangelion, ils avaient grave critiqué le fait que genre qu'il y avait plus d'espoir, etc., que tout le monde allait crever et que machin. Alors que là, à la fin, bah, ça se termine plus positivement entre guillemets, parce qu'il y a quand même de l'espoir à la fin. Mais alors que justement dans Evangelion il y a le truc un peu horrible. Moi c'était mon point sur Hideaki Anno, c'est que c'est un big dépressif. Du coup en même temps c'est ce qui participe au fait que dans son esthétique c'est trop bien. Genre tu regardes des trucs là, tu te dis c'est trop magnifique. Mais il y a un peu une esthétisation bizarre de la dépression au final. Genre d'avoir des visages torturés tout le temps comme ça, et peut-être Bellec à prendre du plaisir à torturer des personnages adolescents toujours, qui subissent le monde, et c'est un peu enfermant comme esthétique. Et puis même juste le fait de toujours, on en revient au même thème dans le cinéma, mais est-ce que t'as le droit d'esthétiser certaines choses? Est-ce que c'est pas un peu edgy de vouloir esthétiser la dépression? Moi j'avais mon avis sur ça, c'était que dans Evangelion, certes il esthétise la dépression, mais il le relativise par le fait qu'il rend la dépression politique. Genre c'est tout le temps des typeux. C'est des typeux qui sont contrôlés par le gouvernement et qui se font baiser par le gouvernement. En soi il y a une sorte de raison systémique à la dépression des gens. Donc dans ce truc là je trouve ça intéressant, et ça va plus loin que juste de la dépression pour la dépression. L'histoire, c'est quoi déjà? Dans Evangelion, y a pas... Ouais, c'est pas le truc avec les robots et tout, c'est pas ça, on est d'accord? Si. Et en fait, ils utilisent des adolescents pour les enfermer dans des robots, les faire travailler à la chaîne, et leur faire perdre toute foi en l'humanité, parce que leur rôle se résume à aller buter des trucs, tu vois. Okay, et savoir qu'ils vont potentiellement crever. Bah, tout à l'heure, tu disais dans Evangelion, il n'y avait pas de lien. Enfin, c'est un peu dépressif, mais il n'y a pas d'issue. Je trouve que souvent, tu vois les edits Evangelion, il y a un truc qui est trop beau, c'est l'alliance et les amitiés qu'il peut y avoir entre les personnages qui sont dépressifs entre eux. Et je trouve qu'il y a un truc un peu deep de... finalement, il y a une issue, c'est ces amitiés-là. Et il y a vraiment des moments jolis de la vie de tous les jours. Guillaume, tu veux pas essayer de mettre un extrait de Ritual? Moi, j'ai bien envie de voir à quoi ça ressemble. Mais si, mais pourquoi pas? Elle va sauter. Voir le film. 錯乱したこの心と人を恋しく思うÀ mon avis. Je crois que c'est à partir de la moitié du film et tout, il met un peu genre des trucs animés aussi, bah les dessins que vous avez vus et tout. Et genre ça sort un peu de nulle part, mais tu comprends que genre la meuf elle perd totalement pied, elle arrive plus à genre tu sais à différencier la vraie vie de ses traumas, etc. Et genre ça marche très bien, je trouve. Ok. Et du coup toi tu mettrais où Hideaki Anno? Je sais pas, c'est quoi les catégories?
Kipello, si jamais tu le connais pas. Ouais. Pire que tous, mais c'est réservé à Céline Song. Ok. Aucune qualité rédemptrice. Ouais. Pire que mauvais. Mhm. Mauvais. Travail à la commission. Moyen. Correct. Plutôt bien. Extraordinaire. Moi, je le mettrais pas dans Amazing ou le premier, mais genre. En vrai, Evangelion, c'est bien. Le film, il est bien aussi, donc soit celle-là, soit celle du dessous. Faut mettre en perspective aussi que c'est un sale type, également, comme beaucoup de japonais. C'est un gros misogyne. Genre là tout à l'heure on parlait de dépression, d'esthétisation de la dépression. En fait c'est un peu un incel. Là il expliquait que dans un de ses films en gros il y a une sorte de scène de torture horrible où il y a un des personnages principaux qui se fait déchirer de partout et il y a beaucoup de gens, je crois qu'il y avait des analyses féministes japonaises qui disaient que c'était une sorte de scène de viol symbolique et lui il a répondu, au lieu de dire non c'est pas une scène de viol symbolique ou quoi, il a dit non c'est pas une scène de viol symbolique, c'est ce que j'aimerais faire à toutes les femmes parce qu'elles me brisent le cœur. C'est juste avec comme Goumin. Non, le Goumin est un peu Goumin atroce là. Les japonais ont été maudits. Le même truc que Hayao Miyazaki, il avait un avis sur les nouveaux animateurs où il est en mode bah de toute façon l'animation japonaise s'est perdue parce que maintenant les jeunes ne savent plus aimer, ils ne savent plus souffrir. Et on en revient encore à ce mythe de l'artiste qui doit souffrir pour pouvoir faire quelque chose de beau. Après, il y en a sûrement d'autres qui étaient bien, cringe. Tu vois, Griffith, il a dit Heil Hitler et tu vois, tu t'es dit génial, genre. Tu l'as mis tout en haut, Liam, donc en vrai. Ouais, c'est vrai que je suis hypocrite, mais j'aime pas les japonais. J'aime pas les asiatiques. Et c'est vrai qu'il faut qu'il perde des points parce qu'il est japonais. Moi, je pense qu'on peut dire Itada Kimasu et on le met là, hein. En vrai. Allez, moi ça me va. Je m'en allais là-dessus. Vas-y, Ah ouais. ciao. Ouais, bisous. C'est moi Ponga, le pingouin judoka, le seul pingouin judoka d'Alaska. Koreida. Moi, j'ai juste vu une affaire de famille. J'avais vraiment kiffé. Bah, c'était en fait, pour tout dire, c'est Grim Kujo. Il a commencé à se faire une rétrospective, à tous les regarder. Du coup, ça m'a donné envie. J'ai regardé. En vrai, j'ai vraiment kiffé. Je crois que j'avais hésité entre 4 et 4,5. C'est en gros une famille vraiment dans la Hesse. Ils vivent super nombreux dans une maison. Et un jour, et c'est des voleurs. Oui, voilà, ça c'est important. C'est qu'ils volent. C'est un daron qui vole avec sa fille. Et du coup, il lui apprend des tours pour voler. Parce que sinon, ils peuvent pas survivre sans voler. Et un jour, ils vont croiser une petite fille qui est devant chez elle, mais genre il pleut et tout. Du coup, il la récupère. Au début... il y a un peu une conflictualité en mode mais c'est qui, elle vient dans notre famille, elle me vole ma place, genre du coup là je sais plus si c'est une petite fille ou un petit garçon, mais je crois que c'est une petite fille qui est obligée d'accueillir une autre petite fille dans sa chambre, donc il y a un peu cette dynamique de oui ok elle est pauvre et tout, mais moi aussi je suis pauvre et j'ai pas envie d'accueillir quelqu'un chez moi, c'est ma famille et tout. Bon, au final ils lui apprennent à voler et elles vont voler toutes les deux, puis il y a tout ce truc un peu film social sur la pauvreté, mais en même temps c'est niveau de l'esthétique, il me semble que c'est vraiment classe, c'est des images qui sont grave bien travaillées, il y a un truc un peu dynamique dans le montage, je me rappelle plus exactement pourquoi, mais genre je sais pas, il filme un truc, ça va faire des petits loopings, des trucs un peu stylés, quoi. Le souvenir que ça m'a laissé, c'est que c'est un bon film, il faudrait que j'en voie d'autres des années. Moi j'ai un rapport un peu particulier, et je vais pouvoir m'expliquer maintenant. Parce que là tu parlais d'esthétique, et moi quand je parle d'esthétique un peu putassière, japonaise, asiatique, qui fait bander les occidentaux, j'avais cité Koreida parmi les noms de ceux qui représentaient ça pour moi. Et c'est vrai qu'il y a une dimension assez agaçante pas forcément de son cinéma, mais des ressorties de son cinéma, à voir toujours les mêmes images qui n'ont pas d'âme, à être ressorties sur Twitter dans des petits posts pour montrer des images du film. Moi je retire pas tout ce que t'as pu dire sur... De toute façon c'est la base de son truc. J'avais vu Steve Walking je crois, où effectivement il y a un truc sur la famille, sur les silences qui pèsent dans la famille quand il y a quelque chose qui s'est passé. En l'occurrence là c'est un deuil. Globalement Koreida c'est un cinéaste de la famille qui traite de vas-y il y a des liens entre les gens, qu'est-ce qui se passe dans ces liens là, en fait c'est des écarts. Le lien c'est un écart, qu'est-ce qui se passe dans cet écart là, et ça peut marcher très bien. Dans Steve Walking ça marche très bien, moi j'ai beaucoup aimé le film, il n'y a pas de problème, mais j'ai l'impression qu'il y a une tendance à l'esthétisation bizarre de ces petits espaces qui fait que dans les premiers films en fait ça peut être intéressant. Aujourd'hui j'ai l'impression que ça ressemble plus à une industrie qu'à autre chose, c'est à dire qu'un an sur deux t'as le Koreida qui sort à Cannes,
tout le monde bande parce que oh là là, c'est comme joli ces cercles familiaux du Japon. On commence à bander sur l'esthétique, sur la figure de la famille japonaise, tous les tabous que nous on projette dessus, alors qu'en vrai de vrai, enfin, il y a des dynamiques qui sont beaucoup plus sociales, je pense, qui sont beaucoup plus politiques et que j'ai pas l'impression de percevoir. Genre dans Monster, ça reste relativement lisse et j'ai l'impression que c'est un cinéma qui rentre jamais trop dans l'art, qui est toujours très sage. Toi tu disais que c'était classe au niveau de l'esthétique. Moi ces images elles me font un peu chier. Parce qu'elles me racontent pas grand chose, enfin c'est toujours c'est joli, mais est-ce qu'il se passe quelque chose dans le cadre dans Monster? Moi j'avais pas souvent l'impression. Still Walking beaucoup plus. Mais ce qui fait pas un peu trop du film. Bah c'est ce que pas mal de gens disent. Moi j'ai pas vu assez de films récents de lui pour te l'assurer, mais j'ai le sentiment que, enfin en tout cas Monster quand je l'ai vu, j'avais l'impression que c'était une reprise industrielle, enfin que ça pouvait ressembler à ce que ressemblerait à une reprise industrielle de film. Et je pense que on a un vrai truc c'est notre cinéaste en Occident, asiatique, que on aime bien. Et ça a un nom, ça s'appelle le syndrome de l'oncle Tom. Guillaume, il y a moyen que tu connaisses en vrai, vu que tu fais tes trucs décoloniaux là. Je connais le livre, juste que c'était un best-seller à l'époque, et que c'est un des romans, un des premiers grands romans populaires de la littérature états-unienne. Et c'est très populaire parce que en fait ça permet d'avoir une nouvelle figure un peu littéraire mais artistique de manière plus générale, qui est celle de le bon étranger, qui est conforme à ce qu'on veut et qui dépasse pas du tout. Et c'est pour ça que moi le cinéma de Koreeda, enfin en tout cas ce que représente Koreeda aujourd'hui, me fait un peu chier, parce que c'est très lisse. J'ai l'impression que c'est lissé pour un regard potentiellement occidental. Je crois qu'il est pas si aimé que ça au Japon, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un cinéaste qui évolue en parallèle de lui au même moment, c'est Hamaguchi. Hamaguchi a tellement plus de profondeur tout en faisant peut-être en ayant un peu le même régime d'image un peu joli, mais il se passe tellement plus de choses dans ces images-là que je me dis, on se fait chier devant Koreeda, et ceux qui bandent à chaque fois qu'il y a un nouveau film de Koreeda qui sort. Il est très 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 coté quand même. Dans l'esthétique chiante qui me fait chier de Koreeda, il y a l'idée qu'il y a toujours des gamins qui doivent transparaître et être un peu... Il y a cette idée de figure tire-larme un petit peu, avec des gros plans. Moi je pense directement à la couverture de Nobody Knows, mais je crois qu'il y a un poster de Still Walking aussi qui fonctionne sur le même truc, et toujours fonctionner sur ce truc émotif d'avoir des gros plans sur des gamins qui vont te provoquer des affects et te faire un peu du tire-larme. On nous demande ce qu'on pense de Régé Gorilla dans le chat. Je sais pas, vous pensez quoi de Régé Gorilla? Moi je pense que il est dans la liste prioritaire à la guillotine. Tout ça. Voilà. Moi je trouve que c'est un aigri man. Mais apparemment c'est fait exprès. Mais moi ça m'énerve. Il est gris, Régé Gorilla? Ouais. Quand même souvent aigri. Il pousse sa merde et il l'a vomi pour la remanger. Je suis plutôt d'accord avec cette idée. Je comprends pas la métaphore. Bah... en gros il dit c'est nul, enfin il se vénère et après il est en mode non en vrai c'est bien, c'est ça? Non je sais pas, mais genre tu lui montres la pire merde, genre il va bien courber le dos, s'arc-bouter face à ceux qui lui donneront des petits trucs à voir, et puis à côté de ça il est là et puis il fait des trucs, il veut manger à la fin du mois, et du coup bah ça se voit, et il va faire sa petite vidéo. Alors pourquoi est-ce que le top 10 des films Marvel, pourquoi est-ce que ce film c'est le meilleur du monde, et c'est je sais pas, il va être consensuel pour manger quoi. D'accord. Et il va regarder les derniers films qui sortent au truc, il va regarder les pires merdes, et après il va te faire une vidéo dessus, voilà. Ok. Moi je pense que c'est un piètre cinéphile, mais par contre je salue le vidéaste. Moi ça me fait assez rire tout ce qu'il fait depuis quelques années. Il s'est lissé, il fait plus le macroniste parce qu'il a compris que ça faisait bander quelques gauchistes sur Twitter et sur TikTok. Et en vrai tant mieux. Tant mieux si les macronistes participent un peu au combat des gauchistes dans l'image publique. Moi ça j'aime bien. Mais la meilleure vidéo quand même, il y a quand même des belles vidéos faites sur lui. Déjà, moi je tiens à dire que cette affiche là, il est la règle de vouloir la mort de l'exception, elle est magnifique. Liam, par rapport à ce que tu disais quant à Hirokazu Koreeda, en rapport avec la case de l'oncle Tom, c'était quoi? J'ai pas tout à fait
saisis. En gros, dans la case de l'oncle Tom, on détache une figure du coup de l'oncle Tom. Je crois que c'est ça, c'est le bon noir qui fait pas de problème, enfin, qui est bien intégré et qui fait pas de problème et que tout le monde aime bien. Chez nous, on l'aime bien. C'est un peu ça, je crois, l'idée. Chez nous, on l'aime bien et du coup, on réduit. C'est lui, l'oncle Tom. Ouais. Ok. L'oncle Tom du Japon en France, ce serait lui. On l'aime bien, il est sympa. Il est tout joli, il est tout mignon. Il est un peu émouvant. Mais après, il a fait des très bons films. Du coup, moi, je mettrais plutôt dans médiocre. Médiocre ou ça? Au-dessus des frères Cohen? Ah, toujours. Les frères. Un peu en dessous en vrai. Non, en vrai, ça me dérange pas de mettre au-dessus parce que le seul que j'ai vu, j'ai quand même kiffé. Moi, Mais- j'ai rien. Juste au-dessus d'Ari Ouais, Aster. Juste au-dessus d'Ari Aster. Ouais, en vrai, c'est bien. Allez, parfait. Là, je sais pas si vous avez vu, il va faire l'adaptation d'un animé qui a été sur-hypé l'année dernière qui s'appelait Look Back, qui était vraiment pas terrible. Et tout le monde se hype du coup qui va faire l'adaptation. Je pense que ça va être un des pires films jamais fait. Look Back, c'était déjà tire-larme avec regardez, elle se donne vraiment à fond dans son rêve de devenir mangaka et tout. Et mais c'est ça. Faut juste être un fétichiste des mangaka et du rêve d'animation de jeunes japonais. Je l'ai vu, ça. C'est pas bien, on est d'accord. Ah oui. Ça fait 1 heure, je sais pas, je me suis endormi un moment. Voilà, Descends voir les notes. c'est plutôt inintéressant. On nous demande comment on a le temps de regarder Ouais, autant c'est de ce que j'étais films. en train de voir. Je fais mon téléphone. En vrai, c'est un peu réel ça. Puis le soir en mangeant, c'est la strat aussi. Bah non, pas en mangeant. Si, Après. manger Ah non, devant un si. film, c'est trop bien. Mais après, tu t'as fini de manger et tu te poses et tu finis le film. On pense quoi de Voltaire? Antisémite, plus. Il s'est fait éteindre par Leibniz, mais il fait genre, il a plié le débat. Non, je l'autorise. Alors qu'il a très mal répondu. Et la chanson, Dans la ville, je revends le cannabis, maman ne le sait pas, je repars mes pas tout près des haramis. Onk Sanso. Moi, ça me donne trop envie, mais j'ai pas eu le temps encore de me faire une vraie rétrospective, mais je pense que ça va venir. Vous êtes, qu'il y en a beaucoup trop des films, par contre. Parce que là, ça Ouais, fait ouais. 10 ans qu'il en fait un par an. Bon, heureusement, il est un peu meilleur que Quentin Dupieux. Mais... Bah moi, du coup, j'ai juste vu celui avec Isabelle Huppert qui est sorti cette année. Ouais, en plus, t'as vraiment pas vu le Travel. meilleur. Et bah ouais, c'est ce que tu me dis, c'est pas le meilleur, mais vu que c'était le premier que je voyais de lui, bah c'était quand même une très bonne découverte parce que bah genre c'est quand même son monde, enfin son type de cinéma et du coup Oui, j'ai vraiment kiffé. après, je trouve que ce qui est chiant, c'est que dans A Traveler's Need, c'est vraiment, il fait son film avec Isabelle Huppert pour avoir un film avec Isabelle Huppert, et du coup, il a que son film sur le personnage de Isabelle Huppert, qui est cette blanche artiste qui vient un truc. Sauf que le fait qu'elle soit blanche, qu'elle soit française, ça change tout dans l'histoire. Parce que ce qui est vraiment cool, je trouve, chez Ankutsu, c'est l'idée que bah c'est très ancré au Japon en fait, dans une culture. Et d'ailleurs, je pense que il y a peut-être une menace de son cinéma qui est justement l'occidentalisation de celui-ci. Ouais, je parle comme... Parce que avant, on remarquait que vraiment le geste de chez Hong Sang-soo basique, c'était de faire boire ses personnages. Ils s'alcoolisent, ils buvaient du saké. Maintenant, dans les films de Hong Sang-soo, les personnages boivent du vin. Et je pense que c'est un indice sur le fait que quand même faire un film tous les 4 mois, ça fait que tu commences à faire des films de moins en moins bien, tu commences à faire boire du vin à tes personnages. Après, c'est pas sa première collaboration avec Isabelle Huppert, puisqu'il avait fait La Caméra de Claire il y a maintenant presque 10 ans. Mais après, ça veut pas dire que c'est pas parce que Après, qu'il se passe en France. C'était ça aussi, Mais- la différence. Il se passe à c'est Cannes. ça parce que dans Traveler's Need, bah le concept du film c'est qu'elle soit française et qu'elle donne des cours de français. Et du coup, bah, ça prend pas forcément en question. Enfin, il y a quand même le truc de la pierre, où c'est un poète, enfin un poème d'un poète. Bah, lui, il est chinois, Je sais plus. le réalisateur. Je sais plus. Aïe, C'est aïe, vrai. aïe, aïe, le Ouais, racisme ouais. direct. Tu peux regarder, coréen. c'est Il est il est coréen. coréen. Ok, bah du coup, voilà. ah ouais, c'est dur. Et du Chat. coup, voilà qu'il y a un poète coréen, et du coup, enfin c'est un peu la rencontre des deux cultures, mais du coup, je vois ce que tu veux dire sur
il s'occidentalise parce qu'il fait tourner le film autour des cours de français quand même, et d'une actrice française. Et J'aime bien là. il a fait un film encore 5 ans avant son autre film qui était déjà avec Isabelle Huppert. Ah là là, mais faut que tu me branches ça, Guillaume, toi qui es un bandeur de Isabelle Huppert. En fait, juste, il fait des films avec Isabelle Huppert depuis 15 ans. Mais du coup, ce qu'on peut reprocher un peu à Hong Sang-soo, c'est vraiment que c'est un truc d'entre-soi, de faire un film tous les 6 mois et que 3 personnes vont voir, et je comprends et qui est très peu accessible. Tu ramènes pas n'importe qui voir ça. Mais en même temps, moi, je trouve ça cool que ça puisse exister, qu'il y ait une boucle d'autosuffisance qui permette à ça d'exister. Après, qu'est-ce qu'il fait dans son coin ça le regarde d'une certaine manière. C'est sûr que ça peut être rageant de voir des petits bourgeois s'éclater la gueule et avoir juste des problèmes existentiels pas si ouf, continuer inlassablement à faire les mêmes choses, à faire les mêmes films, mais en même temps je trouve que y a quelque chose qui se dégage à chaque film de ça, et puis cette médiocrité elle est montrée là. Son tout dernier film qu'il a fait, enfin son tout dernier film qu'il a fait, le dernier film qui est sorti en salle en France, Ce que cette nature te dit, c'est sur une sorte de poète raté qui rencontre ses beaux-parents, et c'est assez cruel parce que c'est un poète raté qui a la suffisance de ses parents pour vivre et rien faire d'autre, et alors que tout le film essaye de le montrer comme un personnage un peu attachant, en tout cas au début, au final on se rend compte qu'il est complètement médiocre, il est complètement bourré au repas de famille avec les parents, et à la fin les parents disent ce mec ne sera jamais un bon artiste. Et je trouve qu'il a l'honnêteté d'assumer la médiocrité du milieu dans lequel il est, et rien que pour ça, ça légitime le fait de pouvoir continuer à faire ces petits films autosuffisants qui ne regardent que lui et d'autres petits bourgeois. Ouais, c'est des films de bourgeois, et voilà, ça parle de littérature, j'ai l'impression, et en vrai c'est stylé quand c'est le public visé, mais après oui, c'est pas forcément très accessible. Dans les anciens, ils filment vraiment les gens comme des sortes de petits insectes qui sont c'est même plus médiocres, ils ont des vies abominables où ils font juste pitié. Mais voilà. Et je trouve que c'est sur ce point-là où on peut grave comparer avec Rohmer. Souvent, il est comparé avec Rohmer, dont on a parlé la dernière fois. Et là où Rohmer va plus chercher vraiment ce qui est beau chez ces bourgeois-là, je trouve que Hong Sang-soo, lui, il a l'honnêteté d'aller chercher, d'aller montrer en quoi ils sont médiocres, plutôt. Alors quand tu vois un film de Rohmer, genre Les 4 aventures de Renate et Mirabel, le film ne te montre jamais, c'est toi tu te fais la réflexion à la limite de ton côté, mais le film ne te montre jamais que Renate et Mirabel, elles sont quand même un peu insupportables. Et du coup, où est-ce que tu souhaiterais le placer ? Moi plutôt, je mettrais Pretty Good, voire... Non, ouais. pas Amazing, mais Pretty Good, ouais. Tu pourrais, mais c'est... Moi, là, la réflexion que je me faisais, c'est qu'en fait, quand même, le top, ça manque de... Enfin, pas le top 10, mais le haut, ça manque quand même de réalisateurs contemporains. Mais oui, mais ils vont arriver après. On est à la lettre H. Au On H, n'est même pas à la moitié. Il y a encore tellement de choses à voir. Mais en vrai, c'est vrai que de ce que j'ai vu de lui, ça a l'air d'être un des très bons réalisateurs asiatiques contemporains. Non, mais parce que, genre, par exemple, comparé à Koreeda, tu vois, ça me donne plus envie, genre, de diguer Hong Sang-soo, notamment parce qu'il a plein de petits films, et tu sais, c'est des trucs que pas grand monde a vu, que Koreeda, où c'est plus consensuel. Devant ou derrière Dziga Vertov? Moi, pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça a l'air mieux. Mais après, c'est vrai que ça, de ce que vous semblez me dire, ça a l'air pertinent la transposition avec Dziga Vertov, parce qu'ils ont tous les deux l'idée d'un pas travaillé, mais d'une image très subjective, avec justement les flous chez Hong Sang-soo, et Dziga Vertov et son truc de la kino machin là. Pravda. Ouais, voilà. Après, moi j'ai plus l'impression, je sais pas s'il y a vraiment une question du point de vue chez Hong Sang-soo, enfin il y en a une, mais il se le trimballe plus qu'autre chose, j'ai l'impression. C'est de toute manière, je fais du cinéma, faut que je choisisse un endroit où je vais mettre ma caméra, parce qu'il faut qu'il y ait une image. Et du coup, en tout cas dans ces derniers films, j'ai l'impression que justement il y a l'intérêt de se dire s'il faut vraiment qu'il y ait une image, je m'en fous, je la mets où je veux. Si c'est flou, c'est pas grave. Et c'est un geste qui est assez intéressant. Devant ou derrière Bong Joon-ho. Ouais, moi c'est moi.
De la lumière à l'ombre, on est en bâton hall. Un équipage sombre, des gants noirs, c'est ma clique. Pareil, c'est Poudlard. Ou Xiao Xian. J'ai vu Millennium Mambo. Moi, j'avais vraiment kiffé. J'avais trouvé que c'était beau esthétiquement. Il fait beaucoup de plans séquences et il joue beaucoup avec le flou. Et en fait, pour vous résumer un peu l'histoire, c'est Vicky qui travaille dans une boîte de nuit. Elle a un copain qui est hyper toxique, genre il fouille son sac et en fait dès qu'elle rentre chez elle, il la sent partout sur son corps, genre pour voir si elle sent pas l'odeur d'un autre homme. Et du coup il y a, je crois qu'il y a au moins deux plans où vraiment elle se fait sentir tout son corps et c'est super malaisant. Genre au début tu comprends pas trop, tu te dis bah juste il se rapproche d'elle, genre il va lui faire un câlin et tout, et en fait il la touche pas, juste il la sent et ça devient super oppressant. Et j'avais beaucoup aimé aussi, il y a une voix off, donc c'est l'actrice, c'est Vicky qui parle mais à la troisième personne, et il y a un peu ce truc de genre c'est un peu hypnotique, genre le film où il y a un peu cette voix off qui exprime comment elle est coincée dans cette relation, et tu vois un peu que au fur et à mesure du film ça se dénoue. Et j'avais trouvé ça très beau. Tant sur l'histoire et tant sur l'esthétique du film. Moi, je me souvenais plus du tout de l'histoire, mais ouais, ça a l'air grave intéressant. Et je sais pas, le seul axe que j'aurais pu avoir sur Xiao Xian, c'est... je parle des fois d'esthétique facile pour les films asiatiques et le fait qu'on bande facilement dessus, mais je trouve que dans le premier plan de Millennium Mambo, là c'est justifié parce que ça dépasse les trucs, c'est vraiment trop beau. S'il y a un plan d'esthétique comme ça à retenir, c'est lui. Oui. 他跟好好分手了，好好就是有办法找到他，打电话给他，求他回来。反反复复，像咒语，像催眠，他跑不掉，又回来了。他告诉自己，存款里还有50万，50万花完了就分手吧。这都是他10年前的事，那时候是2001年，全世界都在迎接21世纪，庆祝千禧年。Vas-y, je pense que c'est bon. Et tu vois, et là j'y pense, mais il y a vraiment un truc de faire quelque chose hors du temps. Bah là, dans la voix off, c'est vraiment validé par... Le film il est sorti en 2001, non? Non, en fait, ça se passe en 2001, ouais. Mais il a été fait avant. C'était un 2001 idéalisé. Oui, mais il est sorti en 2001. Ah oui, ok. Bah, je sais pas, pourtant j'ai... Mais oui, mais peut-être qu'il a été fait avant. C'est possible aussi. Ouais, c'est possible, genre peut-être... Mais du coup, elle dit que ça s'est passé en 2001, il y a 10 ans. Du coup, ça veut dire qu'il inclut sa voix off au moment où il le fait dans un espace qui n'existe pas encore. Et oui. Du coup, t'as vraiment, je sais pas, une mise à distance de fou un peu... Bah oui, elle raconte quelque chose qui n'existe plus. Mais aussi, ce que j'avais trouvé assez intéressant, c'est que quand je l'avais vue, l'actrice Shuki, elle était venue un peu parler du film. Et elle disait que, en fait, elle n'a pas du tout l'habitude de faire du cinéma d'auteur. Enfin, elle faisait plus des films d'action, et elle savait pas du tout le rendu du film. Elle faisait les scènes petit à petit, mais elle savait pas du tout comment ça allait rendre. Et peut-être que du coup, il y a un peu cette idée de... Enfin, je trouvais que il y a cette relation toxique, mais en même temps, elle paraissait aussi
pleine d'innocence. Enfin, elle vit la chose comme si elle savait pas trop comment en sortir et voilà. Ah si, le truc de ce qu'on disait tout à l'heure un peu sur l'acteur, de profiter de l'acteur comme vrai truc dans la vraie vie et que tu peux lui tirer, genre tu vas pas lui demander que de faire le comédien, mais tu vas aussi lui prendre des trucs par-delà son jeu à lui. Ouais, mais en tout cas, ouais, je vous le conseille. Et il est taïwanais, lui, ou c'est que... Alors, il y a un peu un drama sur ça, je crois, parce que il est taïwanais, mais il vient pas de Taïwan, je crois. Genre, il est pas né là-bas, et lui, il est pour... il y a qu'une seule Chine. Vu son époque, il a dû naître en Chine. Il est né dans le Guangdong. Il est né à côté d'Hong Kong. Voilà, et il y a des gens qui lui reprochent ça dans son cinéma, beaucoup. De dire, bah, tu passes sous silence des trucs de fou furieux, frère, tu fais juste des jolis films pour avoir une image unifiée de la Chine, mais il y a un peu un agenda politique derrière, et donc je sais pas. Moi, mais Parce que son père était fasciste. C'est écrit là. Oh là là. Son père, il travaillait pour le gouvernement nationaliste. En gros, c'était les fascistes. Et il travaillait pour eux sur l'île de Taïwan. Et c'est pour ça qu'il est allé à Taïwan à la base. Faut pas demander où est-ce qu'ils sont passés les indigènes de Taïwan. Bref, du coup... Pourquoi est-ce qu'il y a que des Han à Taïwan? Moi, je vais me faire du café. Je sais pas où vous voulez le mettre, j'ai pas tellement d'avis sur la chaîne. Bah, je sais pas. Moi, j'avais vraiment Tu le mets haut, plus tu gagnes des social crédits, à ce qui paraît. Ah bon? Moi, je dirais que c'est très bien. Bah ouais, on peut mettre à la fin de Pretty Good. Derrière Guillaume, Panté, Corvo. Ils ont trouvé ma PR dans le cahier. Mais comme c'est Howard Hawks. Moi j'aime bien, mais j'en ai vu qu'un seul. Mais de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment pas mal. Puis même, il a toute sa réputation par rapport aux... Enfin, pas forcément que les cahiers du cinéma, mais c'est... En vrai, de faire une tier list sur les réalisateurs et parler d'Howard Hawks, c'est un peu pertinent dans le sens... Enfin, en tout cas, c'est avec lui que, je crois, la nouvelle vague, il définit ce que c'est que l'auteur. Le culte de l'auteur, ça commence avec Howard Hawks. Genre, c'est vraiment le prototype. Moi, ça m'étonne un petit peu parce que, enfin, le seul film que j'ai vu, ça fait très standard hollywoodien. Et peut-être parce que j'en ai vu qu'un seul et que ça me sauterait à la tête si j'en avais vu plusieurs. Mais vous, si vous en avez vu plusieurs, en vrai, je sais pas, ça m'intéresse votre avis là-dessus. Je crois ce qui mettait en avant, particulièrement par rapport à Howard Hawks, de ce que j'en ai vu, c'est qu'il a la manière de traiter ses personnages, où en fait ces personnages ils évoluent très peu. Par exemple, dans La Dame du Vendredi, le personnage, masculin comme féminin, il n'évolue pas du tout du début à la fin. Et c'est même dans les plans, le premier plan du film, c'est le même plan à la fin. C'est-à-dire qu'au début du film, t'as lui, Cary Grant, qui discute avec Rosalind Russell, et en gros, ils ont divorcé, et elle s'est fiancée avec un autre. Et lui, il essaye de la récupérer, et du coup, il va dire machin, il essaye de la séduire, tout ça. Et après, il part, et elle lui fait des reproches dans une scène qui est pas mal. Là, vous voyez, là, il avance, et il lui dit, regarde, si t'étais vraiment un gentleman, tu ferais ça. Tout ça est dans ce plan, comme ça, dans ce travelling. Et tout à la fin du film, le tout dernier plan, en fait, il reprend justement cette idée. Et où, pareil, elle lui reprochait le fait qu'il était pas galant, qu'il marchait avant elle, il en avait rien à foutre et lui laissait porter ses bagages. Et là, il fait exactement pareil. Et de la même manière, c'est en fait, elle lui reprochait de pas être un vrai gentleman, de pas être un homme bon pour elle et d'en avoir affaire que pour sa carrière. Et à la fin du film, c'est toujours ça. Ils sont de nouveau ensemble. Ils repartent. Du coup, ils vont se marier, ils vont partir en lune de miel. Et elle voulait aller au sud du Niagara pour sa lune de miel. Mais en fait, finalement, il y a des grosses grèves à Albany, dans l'État de New York. Du coup, ils vont à Albany dans l'État de New York pour leur lune de miel, parce que quand même, c'est bien. Et du coup, peut-être par rapport à ça, le fait qu'ils choisissent de ne pas faire évoluer ses personnages, il a en quelque sorte quelque chose qui tient de sa volonté propre. Et aussi, ce qui est bien dans le film, c'est qu'en fait, le personnage, juste pour celui-là, après on peut parler des autres également. Le personnage
Cary Grant, il évolue pas du tout. Non, pardon, c'est un sale type, et jamais le réalisateur il n'a de remarques à lui faire quant à ça. On représente le sale type, et voilà. C'est tout. Après, débrouillez-vous avec ça. C'est l'archétype du sale type et il reste sale type tout le long. Non, c'est pas un archétype, c'est juste tu vois, là ils disent c'est machin, tu vois, il est irrésistible, tout ça. Je trouve pas qu'il y ait quelque chose d'archétypal dans son personnage. Mais du coup, c'est marrant de voir que justement là où dans tous les trucs classiques un peu Hollywood, tout ce qui va faire que le cinéma nous amène à reproduire toujours un peu les mêmes formes et nous dire qu'il faut toujours faire évoluer un scénario, la plus grosse figure de ce cinéma un peu structuré, il fasse pas du tout ça. Mais est-ce que ça sert pas à un agenda un peu masculiniste? Enfin, j'avais l'impression que c'était un peu ça dans ce que tu disais quand même, de dire que au final, si la situation elle avance pas, c'est justement pour développer autre chose, qui est le fait que ça n'a pas changé pour Cary Grant. Par contre, ce qui a changé, c'est que la meuf là, du coup, elle a fini par accepter ce modèle-là très masculin. Parce que je sais que c'est une critique qui lui est faite d'être un cinéaste très masculin. C'est vrai, il y a ça. Mais après, là, pour ce film-là, uniquement celui-ci, il y a le fait aussi qu'en fait, c'est le personnage de Rosalind, joué par Rosalind Russell, Hildy, dans le film. En fait, c'est le double du personnage de Cary Grant. Et ils font exactement pareil. Et d'ailleurs, il y a une scène vers la fin du film où son fiancé, il est en prison. Parce que, je sais pas, il s'est fait arrêter parce qu'il a donné de la fausse monnaie. Cary Grant, justement pour qu'il parte en prison pour s'en débarrasser. Et après il revient, il fait je suis sorti tout seul, oui je me suis débrouillé. Et en fait elle est en train d'écrire son article avec lui, et en fait on voit il y a un truc, en fait elle est exactement pareille que lui. Et en fait du coup c'est en quelque sorte, et justement ce personnage, pourquoi est-ce qu'il est chamboulé? Parce que il est pris entre son côté féminin en fait oui, elle a envie d'être désirée, elle a envie d'avoir quelqu'un qui est bon pour elle, tout ça, qui soit pas un vieux macho, un sale type. Mais à côté de ça, en fait, elle, c'est vraiment, et elle le dit vraiment, elle dit, je suis une, merde, je sais plus ce qu'elle dit. Elle dit, je suis une journaliste, mais elle dit le mot man. En fait, elle dit, je suis un homme des médias. C'est ça ce qu'elle dit dans le film. Et du coup, elle est prise là-dedans, donc. Je sais pas si ça peut rejoindre ce que tu dis. Et justement, c'est intéressant, le rapprochement qu'il y a entre le personnage d'Hildy et le personnage de Walter Burns, parce que il y a un des plans de ce film qui est cité dans un autre film, qui est ce plan-là. Il parle vite. Oui, donc oui, déjà, ce qu'on voit dans le film, c'est qu'il parle vite. Parce que c'est le film hollywoodien, ou peut-être au monde, je sais pas, où il parle le plus vite. Il y a 2 scènes notamment dans le film où ils sont en moyenne à plus de 5 mots par seconde, ce qui est quand même très rapide en débit de parole. Et c'est vrai que ça se ressent. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que dans le film, ils vont parler comme ça super vite, mais ça va être sur des plans qui sont très très longs. Il y a un plan au milieu du film, il fait 2 minutes, où juste comme ça, la caméra, elle ne bouge pas pendant 2 minutes, et juste eux, ils débitent à côté, et du coup, ça donne vraiment cet effet d'être surchargé par la parole, quoi. Ça augmente l'effet. Mais là, pourquoi cette scène-là, elle est intéressante, parce que oui, du coup, elle est citée, et c'est ce chant contre chant qui est cité dans ce film sorti en 2004 de Jean-Luc Godard. Le chant et le contre-chant sont des figures très connues du cinéma. Mais si vous regardez attentivement ces 2 photographies du film de Hawks, vous verrez qu'en fait, il s'agit de 2 fois la même. Et c'est parce que le réalisateur est incapable de voir la différence entre une femme et un homme. Mais du coup, sur le cinéma masculin, toi, tu valides la take ou pas, au final?
Sur le fait que c'est masculiniste. Ouais. Enfin, ou masculin en tout cas. Oui, c'est masculin. Après, c'est masculin, je pense qu'il faut pas non plus. Par exemple, les hommes préfèrent les blondes, bah, c'est quand même J'ai une très taille masculin. Après, je pense que c'est ce qu'il faut quand même prendre en compte, il y a le fait qu'il. Parce que ça parle de quoi les hommes préfèrent les blondes? Bah, en gros, c'est une comédie musicale. C'est Marilyn Monroe qui est fan de. Elle aime trop l'argent et elle aime trop les diamants surtout. Bah, elle a son mari et tout, mais et elles vont partir en croisière pour la France. Je sais plus. Je crois que c'est la ville. Cherbourg. Cherbourg, voilà, justement. Du coup, ça m'avait grave fait cogiter, justement, parce que c'est une comédie musicale et Cherbourg, c'est les parapluies. Du coup, genre, il y a quand même. Il y a un truc sur ça, quoi. Et du coup, elle va rencontrer pendant la croisière un vieux qui est super riche et qui a une mine de diamants, ou en tout cas, il a beaucoup de diamants. Et du coup, elle va le dragouiller et tout. Et du coup, c'est un peu sur les femmes qui aiment la richesse, mais c'est pas juste ça, parce que, enfin, c'est ça, mais genre, tu sais, on peut se dire, ah oui, c'est juste des michtos, c'est juste un truc sur ça. Mais à la fin, je me rappelle d'un dialogue qui m'a quand même assez marqué, où, genre, en gros, à la fin, ils sont dans un hall de gare ou un hall d'aéroport, et il lui dit, y a un mec qui lui dit, mais pourquoi vous, les femmes, vous aimez trop l'argent? Et elle répond, vous, les hommes, pourquoi vous aimez trop juste la beauté physique des femmes? Laissez-nous faire pareil avec l'argent. Et du coup, justement, ça répond un peu à ça, et du coup, il y a un côté un peu déjà féministe, j'avais trouvé, dans cette posture de juste, les femmes, elles sont fraîches, et du coup, elles aiment l'argent. Genre, je sais pas, ça met des mots sur ce fait social. Okay. Et ouais, j'avais bien kiffé. Ce que tu disais, moi je pense que ce qui est intéressant quand même avec son cinéma, c'est qu'il donne à des femmes des rôles importants qui sont pas des faire-valoir pour les premiers rôles masculins, quand bien même les premiers rôles masculins, enfin il n'y a pas que des premiers rôles de masculins, mais par exemple dans Le Grand Sommeil, c'est Humphrey Bogart, c'est un premier rôle masculin et d'un très grand acteur de l'époque, ouais. Et pourtant les femmes, elles ont quand même une importance, et elles sont pas là juste pour donner la réplique, elles ont elles sont réelles, les personnages sont vraiment construits, et moi je pense ce qui est intéressant et ce qui fait justement que certes c'est un cinéma qui est masculin, mais que je pense pas qu'on puisse dire qu'il soit misogyne ou quoi que ce soit, c'est que malgré tout ça, il montre justement les faits, il va montrer, pour revenir à La Dame du Vendredi, puisque je l'ai regardé hier, il montre justement le macho, le misogyne, mais il va pas dire qu'est-ce que c'est bien. Non, il va montrer, et justement il va montrer que en fait la fille, ce qu'elle lui reprochait, elle lui reproche toujours à la fin, ça a pas changé, que parce qu'il a pas évolué et qu'elle est toujours déçue, mais qu'en fait finalement les choses font que oui, elle retourne avec lui parce qu'elle adore le journalisme et parce qu'elle a ce côté masculin, mais elle en est pas ravie pour autant. Sur le côté masculin, j'avoue que je sais pas du tout où me placer, parce que du coup j'avais vu La Boule de Feu, et sur le côté masculin, j'aborde du coup Howard Hawks avec le truc de c'est un cinéaste très masculin, presque masculiniste, il y avait pas mal de critiques comme ça, et quand tu vois La Boule de Feu, c'est quand même le groupe d'hommes au centre du film, ils sont un peu ridiculisés, c'est des petits mecs entre eux, un peu spécialistes de trucs de niche, mais ils sont ridicules, et je trouve qu'il y a une bonne critique un peu de les hommes, dans leur volonté de faire société que entre eux, au final ça devient des petits pas des petits puceaux dévirilisés, mais un peu quand même, et en même temps du coup toute la quête, tout le process du film, ça va être de reviriliser le personnage principal en lui faisant avoir une histoire d'amour avec une meuf qui, elle, a des histoires d'amour avec des gros gangsters. Et là, tu disais que les personnages féminins de Howard Hawks, ils étaient pas du tout, c'était pas du tout des faire-valoir. Pour le coup, moi, on l'avait vu avec, du coup, c'est Barbara Stanwyck, qui me semble, qui est dans La Boule de Feu. Et cette magnifique femme, qui
actrice de fou furieux, trop bien. Mais elle, pour le coup, j'ai beaucoup plus eu l'impression que c'était un faire-valoir dans le film au rôle principal masculin. Donc ouais, j'ai un peu cette ambiguïté-là par rapport... Il y a des traces de ce qui est mauvais dans... Pas le masculinisme, mais les aspects masculins de la société qui sont présents, tout en conservant une sorte de glorification de certains côtés masculins. Après, je pense là aussi où la critique de cinéma très masculin elle est encore plus pertinente, c'est le fait que c'est aussi un réalisateur, un grand réalisateur de western, et où là, le western, c'est le mythe masculiniste, génocidaire américain. Je pense que la question se pose moins. D'autant plus le fait qu'il soit avec John Wayne, qui lui est vraiment l'acteur ultra masculin, ultra misogyne, ultra tout quoi, de l'époque. Après, j'ai l'impression que on fait un peu, là, l'effet de la discussion fait un peu chasse à la sorcière de est-ce qu'il est masculiniste ou pas. C'est pas tellement ça que je veux faire, mais c'est plus l'idée de voir si, de fait, il y a des traces de cinéma masculin. Son cinéma est très masculin. Est-ce que ces traces-là, elles donnent lieu à des choses intéressantes à voir, autre que une quête de virilisation constante qui a pas beaucoup d'intérêt. Je pense que c'est intéressant, et par exemple... Par exemple, tu dis, oui, la correspondance entre un personnage masculin et un personnage féminin comme deux faces d'une même pièce, c'est très intéressant sur ce niveau-là. Ouais, ils sont sur le même plan carrément. J'ai l'impression qu'il joue un peu, de ce que vous dites, il joue sur les préjugés de genre, même s'il les remet pas vraiment... il les remet pas forcément en question, mais du coup il les met en lumière, et c'est peut-être intéressant sur ce point-là. Puis nous, des spectateurs contemporains avec nos questions contemporaines sur des trucs comme ça, et du coup peut-être rien que le fait de le mettre en lumière, nous on peut se questionner après dessus. Mais en fait moi je me dis, c'est est-ce qu'à l'époque c'était aussi intéressant à regarder qu'aujourd'hui? Pour ces questions? Oui. Je sais pas, mais... En tout cas, par rapport à Howard Hawks, ce qui est bien, c'est à noter, comme ils le disent là dans sa petite fiche de présentation, c'est que c'est un des grands réalisateurs de la screwball comedy, où là on est vraiment sur le fait d'en fait montrer la société et montrer tout ce qui et faire de l'humour social comme ça sur tout ce qui va pas dans la société, jouer sur les clichés, les préjugés, etc. pour faire rire et un peu les pointer du doigt et montrer leur aspect absurde. Ouais, moi c'est ce que j'avais ressenti. Les hommes préfèrent les blondes. Puis j'avais un peu, quand je l'avais vu, genre je venais de voir un ou deux Jack Demi, du coup j'étais en mode bon vas-y, je vais faire mon fan français, je vais hate le film, et au final j'ai trop kiffé, et les musiques je les ai réécoutées après. Après c'est peut-être parce que ma mère les connaissait par cœur et elle les chantait parce qu'elle l'avait vu beaucoup quand elle était jeune, et du coup elle se rappelait encore des musiques. Juste pour finir, là c'est vrai que je lisais son truc, c'est vrai qu'il parle bien du fait que dans ses caractéristiques de son cinéma, c'est la femme hawksienne, qui est justement la femme indépendante, qui a des choses à dire et qui se laisse pas marcher sur les pieds quoi. Moi Howard Hawks, je mettrais Amazing, après Amazing ou top 10, mais je pense pas top 10 parce qu'il se fera virer par d'autres. Ouais. Ouais. Mais Amazing. Ouais, Amazing carrément. Ouais, en vrai. Alors, ok, Ingmar Bergman. Bon, déjà l'éléphant dans la pièce, je pense que il faut évacuer le fait qu'il est nazi. C'est vrai. Ça pèse beaucoup quand même, je pense. Après, qui n'a pas pleuré à la mort d'Hitler. Mais après, en fait, ce qui est plus gênant avec lui, c'est qu'il a pas eu trop de mouvement de renier le fait que, tu sais, t'aurais pu grave construire tout un truc justement en mode mea culpa. Mais bon, on n'est pas là pour faire une chasse à la sorcière, mais en même temps, ça dit des choses de son cinéma, je pense. Ça reste très nombriliste. Et là, tout à l'heure, on parlait un peu des aspects de dépression. Je pense que c'est vraiment un cinéaste de la dépression. Et la dépression, c'est toujours un peu nombriliste, en tout cas de la filmer. Si tu veux en faire ressortir quelque chose d'esthétique, je pense qu'il faut vraiment se regarder uniquement soi.
Je sais pas si ça. C'est un réalisateur aussi plutôt bourgeois dans ce qu'il filme. Il va pas montrer les gens qui travaillent à l'usine. Enfin, c'est pas du film social qu'il fait. Je sais plus, mais justement, on avait vu un réalisateur suédois aussi. Bo Widerberg, en gros, on compare beaucoup. Il existe une comparaison entre Ingmar Bergman et Bo Widerberg, qui est un peu la comparaison qu'on fait Godard-Truffaut. C'était un peu les deux gros monstres de Suède à ce moment-là, qui faisaient des cinémas extrêmement différents, tandis qu'il y en avait un qui avait un cinéma extrêmement intellectuel, tout ça. L'autre avait un cinéma beaucoup plus populaire, où il faisait des films policiers, il a fait un film où c'est un gamin de 14 ans qui devient un joueur pro de foot et qui devient le meilleur joueur de foot. Il a fait aussi des films sur des révoltes en usine, un magnifique film qui s'appelle, je crois, Adelan 31 de Widerberg, qui est vraiment génial. On a vu Le Corbeau, la Raven End. En vrai, c'était grave bien, et justement, du coup, ce qu'on avait lu après, que c'était un mec un anti-Bergman, là où il faisait du cinéma bourgeois, lui, il voulait faire du cinéma social. La petite intro de ce mec pour montrer que, du coup, Bergman, c'est quand même du cinéma bourgeois. Bergman reste un gros cinéaste bourgeois. Mais je pense qu'on peut en profiter pour moi j'ai envie de dire que Bo Widerberg, il sera pas dans la tier list à mon avis. S'il faut vraiment le comparer avec Bergman, c'est mieux que Bergman. Bo Widerberg, c'est vraiment génial. Je pense qu'un premier point à dire quand on parle de Bergman, c'est que avant de s'aventurer à regarder des longs films, certes très beaux, sur des bourgeois, essayez de regarder les films de Bo Widerberg, c'est vraiment génial. Après, l'avantage avec Bergman, je trouve justement, c'est qu'il fait pas des longs films. C'est qu'il il te fait des films d'1h30 qui sont magnifiques. Autant il peut faire des films d'1h30 qui sont magnifiques, mais son film le plus référencé, ses films les plus référencés, c'est quand même 2 films de 3 heures, c'est Fanny et Alexandre qui fait 3 heures, et Domicile conjugal qui fait 3 heures aussi. Parce que c'est pas des films, c'est des séries, et c'est des remontages de sa série, mais en soi ça reste... Fanny et Alexandre, c'est une série de base ? Oui, c'est une série. Les deux, c'est des séries. Je savais pas du tout. Ça fait Fanny, Alexander, ça fait 6 heures. Ce que je trouve qui peut être intéressant avec Ingmar Bergman, c'est son traitement de la violence, parce que il va avoir un cinéma qui est très violent, tout en restant relativement calme. Et si je dois dire quelque chose, en fait, c'est que c'est un cinéma de l'absence. Il manque toujours quelque chose chez Bergman. Dans Persona, il manque toujours de l'amour, il y a toujours des non-dits, il y a toujours un écart que les personnages n'arrivent pas à franchir entre eux. Mais même dans son traitement, par exemple, de la violence, en fait, ça va être super violent, mais il y a un décalage avec l'image, par exemple, il va montrer quelque chose d'horrible, et l'image va être très calme, et du coup, qui comme ça fait que c'est encore plus violent, quoi, à côté. Moi, ce qui me fait ressentir un peu ça, le truc très violent, et c'est vrai que ça peut être violent à quelques égards. Il est dépressif, il a peur de la mort, beaucoup de ses personnages ont peur de la mort, il y a toujours une attente, on attend beaucoup chez Bergman, il y a beaucoup de plans d'horloge ou je sais pas. Il y a vraiment l'idée que chaque seconde qui passe, elle est dure à vivre. Le temps dure, comme ça, c'est dans Cris et Chuchotements où je l'ai vraiment ressenti, où la mort elle est omniprésente de partout, les personnages ils sont cadavriques, tu te dis qu'ils peuvent clamser d'un moment à l'autre. Et oui, vraiment l'idée que tous les silences de Bergman, ils sont horribles, parce que chaque seconde dans ce silence, c'est un peu un tic-tac de l'horloge qui t'avance vers la mort, qui te signifie ta mort. C'est angoissant. Ouais, c'est angoissant. C'est un cinéma angoissé. Et moi, je trouve ça assez beau, du coup, de final, avoir ce postulat, avoir cette violence dans ton cinéma, et quand même réussir à créer des vraies scènes à l'intérieur de ça. Directement, je pense au Silence, je pense que c'est mon préféré de lui, où globalement, comme c'est dit, c'est un enfant qui est dans un hôtel et il est plongé dans le silence et il fait des rencontres un peu absurdes, un peu effrayantes, mais qui ont quelque chose de presque... C'est limite si les rencontres qu'il fait, c'est pas... il fait une rencontre avec un grand monsieur qui parle pas, qui est assez effrayant. Il y a quelque chose de presque comique au final dans ça, et je trouve qu'il y a vraiment un truc de la rencontre entre l'enfant des figures toujours chez lui qui est intéressant. Hier je regardais un petit peu Fanny Alexandre, j'ai regardé le début, et donc t'as un moment où t'as des enfants qui sont dans un escalier et qui attendent, je crois la veille de Noël, et ils tombent sur une sorte de vieux monsieur complètement bourré qui s'amuse à péter, et ça les fait beaucoup rire. Là il y a une vraie scène, il y a un truc qui se passe qui est marrant. Je trouve ça cool du coup de pouvoir créer ces scènes-là dans une attente un peu angoissée. Est-ce que il est tout seul, l'enfant, dans le silence ? Enfin, où il est avec sa mère ? Il est avec sa mère, mais sa mère est très peu là parce qu'elle a beaucoup d'amour, si je me souviens bien.
Ouais, parce que là, j'ai l'impression de ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à Brûlant Secret de Stefan Zweig, donc je sais pas s'il s'en est inspiré ou pas. C'est possible. Mais- C'est possible de ouf. Genre, non, mais l'histoire, c'est vraiment ça. C'est un petit qui est dans un hôtel et qui discute avec des adultes. Et la mère, elle est jamais là. Et justement, il y a un adulte qui va se rapprocher de lui pour se rapprocher de la mère. Je sais pas si. Je crois que c'est ça. Bah, je pense que c'est une adaptation. Ouais, bah, il a dû s'en inspirer. Du coup, ça me donne vraiment envie. Moi, j'ai rien de préparé, mais en tout cas, tout ce que j'ai vu, Sonate d'automne, ça a huis clos, mais tu te fais jamais chier là où tu penses que tu pourrais te faire chier. Tu sens qu'il y a un malaise et ça te le retranscrit tellement bien, genre qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche et tout ressurgit petit à petit. Non, c'est vraiment bien fait. Persona, bah ouais, c'est grave beau, sur l'instabilité des identités, les visages qui se confondent. Il y a tout ce truc, même sur les mains. Je me rappelle de plans où il filme les mains. Il est trop fort pour rendre des émotions, des sentiments à l'écran et à te les retranscrire à toi, spectateur. Et donc en vrai, c'est la marque des grands quand même. Et là, j'y pense, mais tout à l'heure, on parlait de cinéma bourgeois. C'est intéressant que le premier film qui le fait vraiment reconnaître, je sais pas si c'est son premier film, mais c'est Monica. Et en fait, Monica, en y repensant, c'est pas du tout des bourges. C'est justement une meuf de milieu populaire avec un mec de milieu plutôt populaire qui ont une sorte d'escapade. Et du coup, déjà, ça premier point. Il a pas fait que des trucs, il a pas fait que des drames bourgeois au final. Par contre, il peut y avoir une esthétique de drame bourgeois par ailleurs. En Persona, l'infirmière, elle est... Oui, mais elle est avec elle est au service d'une bourgeoise. Ouais. C'est une particule du domaine bourgeois. Le 7ème, il n'y a pas tant, il y a quelque chose de bourgeois là-dedans. Parce que moi je me souviens surtout que c'est un truc un peu médiéval, tout. Bah oui, mais c'est médiéval, médiéval. Métaphysique, tu vois, ça. C'est souvent sur des réflexions. Ça veut se la. Et justement, dans cette idée-là, il y a toute une fête de village dans le 7ème saut et on singe beaucoup la fête de village et le fait que c'est des gros porcs qui pensent qu'à baiser. Mais en même temps, je te dis ça, dans Fanny et Alexandre, il y a un peu les mêmes dynamiques de gros porcs qui pensent qu'à baiser, mais je sais pas. Si, c'est intéressant ça sur le fait des gros porcs qui pensent qu'à baiser dans le cinéma de Bergman. Bergman, je peux penser à lui comme un mec qui fait un cinéma très érotique, avec Persona, mais au final c'est dans un amour lesbien pas consommé, si je me souviens bien. Alors que quand c'est consommé, c'est toujours un peu bouffon. Il y a une scène comme ça dans le 7ème saut, et il y a une scène comme ça aussi dans Fanny et Alexandre, où le mec au final, c'est des vieilles personnes qui sont pas spécialement beaux, un peu gros, et le mec finit par même pas réussir à bander. Peut-être qu'il y a un truc un peu pudique dans ça, je sais pas. Faudrait que j'essaie de penser à toutes les scènes de cul chez Bergman. Est-ce que le cul, quand il est beau chez Bergman, il est pas jamais consommé? Est-ce qu'il n'y a pas une vision un peu chrétienne comme ça, bizarre? Dans Persona, il y a un peu le doute sur s'il est consommé ou pas. Ouais, mais il est jamais montré. Oui, c'est ça. C'est qu'on sait pas, il y a une scène dans la nuit, on sait pas vraiment si se passe quelque chose, ou si c'est un rêve, ou si... Mais c'est bien cet aspect non explicite. Oui, du coup, je suis d'accord, il a un rapport au sexe, soit c'est ultra violent, ultra cru, soit, et du coup, c'est pas forcément... Ça peut pas être beau dans la matérialité, c'est ça peut-être le problème de ces scènes de cul, c'est que le cul, l'amour doit être uniquement idéal, sinon c'est pas pur. C'est assez beau quand même, franchement. Je sais pas. Puis c'est bien qu'il arrive. C'est intéressant, et c'est bien qu'il arrive à le retranscrire. Ouais, c'est intéressant, mais il y a quelque chose... Après oui, là c'est plus des conceptions personnelles, mais je pense que c'est un peu Sainte-Nitouche d'avoir une approche où tu veux essayer de penser le cul par quelque chose de pas charnel, alors que c'est quand même la base. Et du coup, Ingmar Bergman, il irait où? Merde, je l'ai perdu. Minimum Amazing, sinon top 10. Moi je le mettrais peut-être... Je pense qu'on peut le mettre en top 10. Pour l'instant. Ouais. En dessous de Romer? Comme vous voulez. Moi je mettrais plutôt au-dessus de Romer parce que je préfère quand même à Romer. Romer. Je sais pas. Décidez-vous sur le Juliette. Il y a un team Bergman, un team Romer, donc choisissez le team.
Choisissez entre le royaliste et le. Et la Bergman, parce que Le Romer, nazi. Romer, il utilise souvent les mêmes dynamiques, alors que Bergman, je trouve que ses films sont quand même différents les uns des autres, genre. Alors que moi, je trouve que Romer, j'aime beaucoup, mais il utilise aussi souvent le triangle amoureux qu'on retrouve et qu'on aime, mais Il y a un truc qui se recycle un peu. ouais. Du coup, on saluera l'inventivité des nazis au détriment du recyclage des royalistes. C'est vrai que Le tombeau des Lucioles, c'est un des films où j'avais le plus pleuré, mais je m'y attendais pas du tout. En fait, ce qui est bien, enfin, si je peux vous dire la fin, Oui. c'est que, enfin, je vous dis pas tout, mais en gros, il y a une mort qui est super triste. Et en fait, à la toute fin, on est choqué de la mort, tout ça. On voit le Japon du présent avec tous les buildings, comme s'il y avait, enfin, il y a eu la reconstruction sur des espaces où les gens sont morts avant. Et je trouvais ça très fort pour que ça se finisse comme ça. Et en fait, après, il y a le générique. Et moi, j'avais pleuré à ce moment-là. Et t'as même pas le temps, de te remettre de la mort. Parce que c'est fini et du coup tu continues à être triste, à se dire mais c'est pas possible que ça se finisse comme ça et si parce que ça représente la guerre et Tu l'as vu à quel âge? je l'avais vu au lycée en seconde. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont vu assez jeune. je l'ai vu, autant je regardais pas les films de Miyazaki, mais ce film au collège, j'aimais bien le regarder. T'aimais bien le regarder, genre tu le regardais plusieurs fois? Je sais pas, j'ai dû le voir 4 fois, un truc comme ça. Genre. Ah oui, quand Et même. toi Parce aussi que... t'étais choqué de la fin ou pas? Je trouvais ça triste, mais je kiffais bien. Ah ouais, parce que surtout Mais à la ouais. fin, il y a la mort de la petite sœur. Il y a, Oui, voilà, il y a ouais. la mort de lui aussi. Oui. Les derniers plans, je trouve. Moi, j'aime pas spécialement le film parce que je le trouve un peu tire-larme. Je trouve que des fois, il en fait peut-être un peu trop alors que la situation est déjà dramatique. Et que justement, peut-être que j'aurais préféré un film qui interroge le fait que justement, dans leur situation, ils survivent quand même assez longtemps. Ils ont une pulsion de vie qui fait que ils vont vers la vie, ils essayent de survivre, de tout faire, que le grand frère, il a cet instinct un peu de grand frère qui est super beau. Et j'ai l'impression que cet aspect, il s'efface au profit d'avoir un truc un peu... ils ont une vie misérable. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, j'ai cet avis-là sur le film qui fait que, sans le détester, je trouve qu'il y a des choses à redire, quoi. Mais la fin, je la trouve géniale parce que je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se passe avec l'indifférence dans laquelle il y a des corps qui sont laissés, quoi. Et notamment le sien. Oui, c'est vrai, oui. Il y a toute une réflexion sur le fait qu'ils sont laissés, ils sont exclus de la société, ils sont laissés, et à un moment donné, ils trouvent une maison au tout début dans leur famille, et puis ils partent très vite. Et tout le monde s'en fout. C'est normal, cette situation de misère. Il y a plein de petites pistes comme ça qui sont bien, mais qui se noient, je trouve, dans l'effet tire-larme du film. Ouais. Très joli, qui s'accompagne par des grands effets, avec l'idée des lucioles. Même la musique, je trouve que... Enfin, moi, je l'aimais beaucoup, mais c'est vrai que c'était un peu tire-larme. Enfin, dès que je l'écoutais, je repensais, je me disais, mais il est super glauque ce film. Enfin, super triste et ça mettait un peu les larmes aux yeux. Mais en fait, moi, ce que j'avais bien aimé, c'était plutôt, surtout la fin, enfin, plutôt l'enchaînement, comment ça se termine, qu'il s'est terminé sur la mort de la petite sœur et qu'ils aient pas cherché à faire plus. Ouais, je trouvais que c'était assez bien fait, que aussi le fait que sa mort à lui, on la voit au tout début du film, je crois. Oui, en fait, je crois que c'est le même plan de la fin. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, au milieu, enfin, pendant le film, je me souviens pas tant parce que ça marque pas. Enfin, c'est juste que il galère et c'est triste, quoi. C'est peut-être ça qui manque, un peu de profondeur. Là, du coup, j'ai réfléchi à, je disais que j'aurais bien aimé un truc plus vitaliste. Mais dans Pompoko, il y a grave ça. Parce que pour le coup, Pompoko, c'est un peu la même situation. Au final, c'est une espèce de sorte d'être magique là, qui ressemble à des... je sais pas exactement... Des tanuki. Ouais. Et qui, eux, sont en voie de disparition. Et comment est-ce qu'ils essayent de faire en sorte de survivre en tant qu'espèce. De ce que je me souviens, il y a un truc beaucoup plus enjoué, de travailler des trucs un peu burlesques, ils arrivent à se transformer. Enfin, il y a un truc très rigolo et beaucoup plus plein de vie
dans un état de survie qui est comparable. Et là, je repensais au truc, l'élan vitaliste en position de misère / de survie. En fait, c'est le même truc dans Heidi. Heidi, c'est ultra triste la situation dans laquelle elle se trouve. C'est la misère, c'est tout ce que tu veux. Mais Heidi, elle est trop cool. Heidi, t'as envie de courir avec elle dans les champs. Ouais, peut-être qu'il voulait se faire un kiff avec le tombeau en mode moi, bien triste. Je sais pas si le côté justement Luciole et tout, je crois que c'est Studio Ghibli, le tombeau des Lucioles, il me semble. Et du coup, peut-être le fait qu'il y ait une parenté peut-être un peu plus proche avec Miyazaki, et du coup, il essaye de mettre un peu plus de symbolique et de poésie, pour utiliser un terme un peu passe-partout, dans le tombeau des Lucioles, avec essayer de trouver peut-être un public un peu plus large et très... Ouais, mais en même temps, je trouve qu'il est très violent. Pour les enfants, je pense que ça va être... c'est un peu trauma, quoi. Ouais. Moi, j'avais des potes, je l'avais pas vu, et aux éclaireurs, j'avais des potes qui m'en parlaient quand on marchait, en randonnée, et ils m'en parlaient de l'air musique, tu vois, et tout ça. Ouais. J'avais 8 ans. Au final, j'ai jamais fini. Après, le film. Peut-être qu'il y a ce truc d'entreprise monumentale beaucoup plus tournée vers les sentiments avec les studios Ghibli, mais comme Popo, c'est les studios Ghibli, je crois aussi. Mais c'est un des fondateurs du studio Ghibli, Isao Takahata. Ouais. Où est-ce qu'il y aurait cette petite liste qui s'allonge? Moi, je le mettrais dans Descente. Descente. Tout en haut? Non. En dessous de Truffaut déjà. Ouais. En dessous de Brady Corbett, juste au-dessus de Ben Stiller. Vous connaissez ou pas ce conte? Qui? Merlin raconte? Ouais. C'est quoi? Vous connaissez pas? Non. C'est un influenceur. Et genre, en gros, toutes ces vidéos, c'est... Ouais, tu penses quoi de tel film? Et il fait... ce film? Et puis après, il lit sa review, puis il met sa review en photo. Quand on aura fini la tier list des réalisateurs, faudra faire une tier list des TikTokers, YouTubeurs, ciné. Attends, mais c'est le deuxième compte, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui, là, qui fait des vidéos. Ouais, sur les dangers de l'IA, de tout ce que ça pouvait impliquer. Attends, mais il fait des sketchs. Je suis allé sur Instagram, et j'ai vu ça. Et genre, il fait des vidéos, c'est marqué. Tu penses quoi de... Là, récemment, j'ai vu... Tu penses quoi de Arco? J'ai connu des propagandes LGBT plus subtiles. Et genre, voilà, c'est ça. Non, mais les incels cinéphiles ne pas être cringe challenge. Hein. Épisode 348. Et bah, c'est la fin de cette partie 3 de la tier list. J'espère que vous aurez aimé. Et la prochaine fois, peut-être Jean-Luc Godard, je sais pas. Non, peut-être que... Attendez, mais je vais le retrouver là. En Renoir, j'aurais des trucs.